Nous sommes le jeudi 27 mars 2025 et vous écoutez le 4e épisode de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on va parler images animées et s'intéresser à des techniques de tournage pour l'exercice du reportage vidéo. Avec nos invités, le réalisateur Nikos Argilet et Fabien Van Uffel de Panajou Photociné du Cirque, nous allons vous partager de nombreux conseils techniques et pratiques afin de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos tournages. Cette émission vous est présentée cette semaine par Panajou, la maison de la photographie. Et c'est parti, 4e épisode de cette 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu? Pas ce matin, Benjamin, mais ce soir, puisque exceptionnellement, nous enregistrons le soir cette semaine. Et oui, on enregistre le soir. Je vais rater mon cours de plongée. Je suis un peu énervé. Mais c'est pas grave. Je vais rattraper aussi un peu de temps perdu parce que j'ai suivi des formations vidéo. Je commençais à en parler avec Nikos il y a quelques années. Je pense que tout va tellement vite que quasiment tout ce que j'ai appris est un peu obsolète. Donc, on va faire une mise à jour ce soir. C'est pas mal. Bon. Nikos, Fabien, merci d'avoir accepté notre invitation tous les deux et d'être venus nous retrouver dans notre cave du 12e arrondissement de Paris. Merci à vous. Si vous voulez bien, je vais commencer par vous présenter à nos auditeurs. Je vais commencer par toi, Nikos. Tu es un réalisateur de documentaires autodidacte. Tu as signé depuis une dizaine d'années plus de 20 films documentaires réalisés aux quatre coins de la planète dans les régions les plus éloignées. Tu es spécialisé sur des sujets qui traitent des questions sociales et environnementales. Tu travailles pour de grandes chaînes de télévision comme Arte, Canal+, ou encore France Télévisions. En 2016, tu as écrit et réalisé Cirque hors piste, un film poétique sur les arts du cirque moderne, récompensé par le prix Culture au laurier de la radio et de la télévision. L'année dernière, tu reçois le prix du jury au FIFAC pour Varado, un film tourné au cœur de l'Amazonie, à la frontière entre la Guyane française et le Suriname, où les orpailleurs clandestins détruisent la forêt tropicale dans l'espoir d'une vie meilleure. Parallèlement à cette activité, tu es aussi responsable de la formation continue chez Fink Formation, un organisme animé par des professionnels renommés issus des plateaux de tournage, des arts graphiques et des salles de post-production. Nikos, est-ce qu'on est bon? Ouais, c'est à peu près ça. C'est très bien résumé. Cool. Fabien, en ce qui te concerne, tu es le chargé de communication de Panajou, revendeur spécialisé qui dispose de boutiques, de maisons de la photographie en France. La première est l'historique à Bordeaux, au 32 allée de Tourny, et la seconde à Paris, historique également, au 9 boulevard des Filles du Calvaire. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces maisons de la photographie? Est-ce que le concept est exactement le même entre la boutique de Bordeaux et la boutique de Paris? Alors, à terme, ça le sera. C'est vrai qu'à Bordeaux, on sort d'une rénovation du magasin historique qui était au 50 allée de Tourny. On est passé au 32 avec un espace qui a triplé, voire quadruplé, avec 6 étages. Des étages qui sont là, des espaces de vente, où les clients peuvent venir chercher du conseil et du matériel. Mais on a aussi des espaces qui sont anti-commerciaux, j'ai envie de dire, qui sont destinés à organiser des événements, à créer des rencontres et du partage entre photographes et vidéastes. À savoir qu'à Paris, ce n'est pas encore le cas, mais qu'on a des grands projets pour Paris et que d'ici quelques mois, ça le sera aussi. Bon. Et pour ceux qui connaissaient cirque photo vidéo, ça ressemble à quoi maintenant? Vous avez tout changé ou c'est le même espace? Parce qu'il y a beaucoup de vidéastes, peut-être toi aussi Nikos, qui y allait pour faire réparer même sa caméra ou chercher du matos d'occasion. C'était un centre important. Oui, bien sûr, c'est une référence. Ouais, c'est une référence Historique du boulevard. Quoi. Alors, ça a un petit peu évolué. On a eu des magasins qui ont un peu évolué, notamment celui du milieu, qui est devenu un petit peu un showroom d'éclairage en ce moment. Mais on a, comme je le disais, on a des grands projets dont je ne peux rien dire pour l'instant. Oh là là. Et ça va un peu se transformer dans les prochains mois. Ok, Bon. on va te cuisiner. On a encore une bonne heure et demie. Nikos, un mot sur ton film sur le cirque moderne. Moi, je suis très fan de cirque. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce documentaire?
Tout à fait. L'idée, c'était de s'intéresser à des artistes de cirque contemporain. Ouais. Donc, le cirque contemporain, c'est celui qui s'affranchit des numéros, des chapiteaux, Mhm. et qui mélange un peu l'art de la performance, de la danse et les arts ancestrales du cirque. L'idée, c'est qu'on a pris des figures aujourd'hui du cirque contemporain, comme Jürgen Müller ou Johann Bourgeois, Mhm. et qu'on les a sortis de tout cadre pour les mettre dans des espaces monumentaux ou en pleine nature, et réfléchir avec eux finalement aux lois auxquelles ils se confrontent, la gravité, l'équilibre, ce genre de notions, et d'avoir un questionnement presque philosophique sur finalement qu'est-ce que ça raconte, ces corps pris à travers ces forces qui expriment des émotions, qui expriment des histoires. Et voilà, donc c'est un film un peu hors cadre, très poétique et philosophique, qui a été diffusé, et je les en remercie, sur Arte. Ça n'a pas été facile de trouver une case ou un créneau de diffusion pour ce film. Ils aiment bien le cirque Arte, hein, d'une manière générale, hein. Ils aiment bien le cirque, mais là, c'était vraiment quand même, très contemporain, un peu barré, et Très Bah, concept. ils aiment bien aussi. Mais c'est quel format du coup c'est 52 minutes. C'est 52 minutes, il y a 6 portraits d'artistes, 6 espèces de chapitres. On a aussi, une espèce de monsieur Loyal qui vient mener des petites, expériences entre les scènes et les personnages, et c'est un film dont je suis très fier parce qu'on a aussi essayé, à l'image de faire quelque chose de différent, voilà, de tourner, beaucoup à l'époque, c'était, encore, Movi de chez Freefly qui était, l'outil de prédilection. Ça n'existait pas encore les Ronin, on disait pas encore un Ronin, on disait Mhm. un Movi, et tout le film a été tourné, pratiquement, au Movi avec une Alexa Mini dessus. Bon, Voilà, donc ça a été un chouette défi aussi technique et esthétique. eh ben, ça donne bien envie, bien envie. Allez, on attaque notre émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm annonce son nouveau compact expert. Canon lance une nouvelle gamme de boîtiers pour créateurs vidéo et une optique professionnelle. Et enfin, Sirui rejoint la Helmont Alliance. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm vient d'officialiser son tout nouveau boîtier, un compact expert équipé d'un capteur moyen format. Le GFX 100 RF est donc la subtile union entre la célèbre série des compacts experts X100 et le moyen format GFX. On retrouve donc dans un boîtier compact le capteur grand format BSI CMOS 2 HS de 102 millions de pixels des GFX 102 et GFX 100 S2 capables de délivrer des RAW 14 ou 16 bits ou de produire des séquences vidéo jusqu'en 4K DCI 30p 422 10 bits. L'appareil peut monter à 102 400 ISO en photo et 25 600 ISO en vidéo. Il aligne 6 images par seconde en rafale avec suivi autofocus et exposition. Il intègre naturellement les simulations de film et un autofocus hybride 425 points avec détection, reconnaissance et suivi du sujet. Côté optique fixe, donc, on retrouve un 35 mm f4 à obturateur central, équivalent à un 28 mm. Fujifilm simule d'autres focales par recadrage, avec les 45 mm, 53 mm ou 80 mm. L'objectif est composé de 10 lentilles réparties en 8 groupes avec 2 éléments asphériques et le traitement Nano GI ou GI qui permet de minimiser les effets de flair. Point de stabilisation capteur ou optique sur cet appareil, il faut le savoir. Côté ergonomie, le GFX 100 RF est compact et léger avec 735 grammes sur la balance. Il reprend un look vintage comme les X100. Il inaugure de nouvelles idées au niveau des commandes avec par exemple une molette qui permet de changer le ratio des images. Côté visée, oubliez le viseur hybride optique électronique des X100. On dispose d'un viseur 100% numérique de 5,76 millions de pixels avec une nouvelle fonction de vision périphérique pour le hors-champ. L'écran arrière de 3,15 pouces est pour sa part inclinable et côté stockage, on retrouve un double slot SD UHS 2 et la possibilité d'enregistrer sur un SSD. Le nouveau GFX 100 RF sera disponible dès début avril et proposé au prix de 5 499 €. Canon lance une nouvelle gamme de produits à destination des créateurs de contenu vidéo et annonce 2 nouveaux appareils, le PowerShot V1 et l'EOS R50V.
Le PowerShot V1 est donc un appareil compact équipé d'un capteur 1,4 pouces de 22 millions de pixels, capable de réaliser des vidéos 4K 30p ou 60p moyennant un recadrage 1,4 fois. Il intègre une optique zoom stabilisée équivalent à un 16-50 mm f2.8-4.5. On retrouve pour l'autofocus le Dual Pixel CMOS AF2, une sensibilité ISO étendue jusqu'à 51 200 ISO en photo et 25 600 ISO en vidéo. En rafale, il aligne jusqu'à 30 images par seconde en obturation électronique. Conçu pour la vidéo et le vlog, il intègre un écran orientable, un système de 3 micros, une prise casque. On retrouve un filtre ND3 intégré, une Telelight, un système de ventilation, le 10 bits, le C-Log 3 et une stabilisation numérique. Le Canon PowerShot V1 est proposé au prix de 999 €. Pour aller plus loin, les créateurs peuvent aussi se tourner vers l'EOS R50V, un hybride APS-C en monture RF équipé d'un capteur de 24 millions de pixels, capable lui aussi de réaliser des vidéos 4K 30p ou 60p, moyennant un recadrage de 1,4 fois et disposant, grosso modo, des mêmes possibilités que le PowerShot V1. Le Canon EOS 50V est proposé au prix de 759 € nu ou en kit, avec un nouveau zoom motorisé 14-30 mm f4.6.3 ISSTM PZ au prix de 999 €. On écoute Baptiste Soto, le directeur commercial de Fox Distri, nous partager son ressenti sur ces nouveaux appareils. C'est une très bonne nouvelle de voir Canon arriver avec le V1 et le R50V, avec deux produits orientés sur la vidéo d'une manière générale et sur le vlog en particulier, puisque Canon est quand même la marque historiquement la plus grand public et leader du marché. Et c'est important qu'un acteur de ce gabarit-là soit présent sur ces produits. Et ce qui est très bien, c'est qu'ils ont un vrai savoir-faire de simplification au niveau des outils, notamment des outils logiciels, de l'ergonomie sur les appareils. C'est une très, très grande force de Canon et c'est vrai que l'usage de la vidéo, parfois, est un petit peu plus compliqué pour beaucoup d'utilisateurs par rapport à la photo et la grande force de Canon va réussir à simplifier ça avec des tonnes de fonctions, de molettes, d'accès direct aux fonctions. Ça, c'est très bien d'afficher, par exemple, quelque chose qui nous a marqué, c'est le fait de pouvoir afficher des cadrages directement en fonction de est-ce que je vais faire du YouTube, est-ce que je vais faire du TikTok, et j'ai mon image et j'ai directement à l'image le cadrage en fonction du type d'usage que je vais faire derrière. Ça, c'est très intelligent d'avoir fait ce genre de choses. Alors, le fait de la part de Canon de sortir ces deux produits qui ont une approche un petit peu différente au même prix est symptomatique des différents types d'utilisateurs qu'on va retrouver sur ce marché. D'un côté, on va avoir le V1 qui est un produit en optique intégrée avec un capteur d'1,4 pouce qui est donc très qualitatif, mieux que ce qu'on peut trouver à ces niveaux de prix aujourd'hui sur le marché, sur des produits en optique intégrée, qui a un énorme avantage, un produit en optique intégrée, de simplicité. C'est évidemment pour un utilisateur, il n'y a jamais de question à se poser sur le fait est-ce que je prends telle optique ou telle autre. J'ai mon bloc qui est tout intégré. Je peux utiliser mon appareil aussi bien pour du vlog que pour aller me balader, pour plein d'autres usages. C'est un gage de simplicité avant tout, ce qui est un positionnement très fort de Canon historiquement. L'EOS 50V, R50V, de son côté, s'adresse à une cible un petit peu plus différente puisqu'il offre la possibilité de pouvoir évoluer derrière et de se dire, aujourd'hui, je veux faire du vlog. Demain, je vais peut-être vouloir faire autre chose. Je vais vouloir faire de la photo sportive, de la photo animalière, du portrait. Je veux pouvoir évoluer. Je veux avoir un plus grand capteur, le meilleur possible, et avoir une évolution. C'est une position, psychologique de se dire: «Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin et demain, je veux que la porte soit ouverte pour le faire». Heu, Évidemment, nous, en tant que spécialistes, on va privilégier cette approche par rapport à l'approche, du produit qui définit avant tout la simplicité et qui est plus défendue par d'autres réseaux de distribution. Mais c'est très important pour nous, dans le discours vis-à-vis d'un consommateur, de lui dire: «Aujourd'hui, vous voulez faire ça. Demain, si vous voulez faire ça, ce sera possible». Pour terminer, Canon dévoile également une nouvelle focale fixe professionnelle, un 20 mm f1.4 LIS VCM qui complète les 24, 35 et 50 mm déjà en gamme. Au programme, une formule optique de pointe de 15 éléments répartis en 11 groupes, incluant 2 lentilles asphériques en verre moulé, 2 lentilles UD, une lentille super UD et un élément BR permettant d'obtenir, selon les dires de la marque, la qualité irréprochable de la série L. Il s'agit d'une optique hybride, conçue donc aussi bien pour un usage photo que vidéo.
On retrouve la motorisation autofocus VCM, un diaphragme à 11 lamelles, une bonne prise en charge du focus breathing, 2 bacs de réglage, une touche personnalisable et un système de porte-filtre arrière. Le nouveau Canon RF 20 mm f1.4 VCM-L sera disponible en avril et proposé au prix de 1 999 €. Et pour terminer, le constructeur d'optique chinois Sirui vient de rejoindre la Helmont Alliance auprès de Leica, Lumix, Sigma, DJI et Blackmagic Design. Voilà une nouvelle qui devrait ravir les utilisateurs d'hybrides en monture L qui vont disposer d'une nouvelle gamme d'optiques compatibles pour leur boîtier. Pour l'occasion, le constructeur chinois annonce l'arrivée de l'une de ses dernières optiques autofocus en monture L, le 85 mm f1.4 Aurora. Pour rappel, cette optique full frame, déjà proposée en monture Sony E, Nikon Z et Fujifilm X, est équipée d'une motorisation autofocus, d'une formule optique composée de 14 lentilles réparties en 9 groupes, avec 2 verres ED à faible dispersion, 3 verres à haut indice de réfraction et une lentille asphérique, un diaphragme circulaire à 15 lamelles, une prise USB-C pour les mises à jour de firmware et une protection contre les intempéries. Il est proposé au prix de 650 €. Voilà pour l'actualité cette semaine. Benjamin, je me languis d'avance d'avoir ton retour sur ce nouveau GFX 100 RF. Oui, j'avais la chance d'être au X Summit à Prague avec un parterre d'environ 300 journalistes venus d'un peu partout. C'est un boîtier très attendu et pour cause, ils ont réussi, donc Fujifilm a réussi à loger son capteur de GFX dans un compact, en fait, qui pèse en tout 735 grammes avec une optique 35 mm qui équivaut à un 28 f4. Ce qui est assez génial, c'est que finalement, on a plusieurs optiques en une, puisqu'on a un équivalent 45, 63, même 80 mm. Comme Leica l'avait présenté un peu sur son Q3. Comme Leica sur le Q3, absolument. Sauf que là, on passe à 100 millions de pixels sur un capteur plus gros. Ce qui fait qu'à 80 mm, on est à environ 20 millions de pixels. Ouais. Ce qui reste tout à fait utilisable en l'état. L'objet est très beau, très agréable à manipuler. Vraiment, les utilisateurs du X100 retrouveront un petit peu ce concept d'appareil assez compact qu'on peut dissimuler sous une veste assez facilement, contrairement au Q3 qui est une optique beaucoup plus imposante. Le hic, il y a deux hic quand même. Il y a 2 hic qu'on sentait venir et qui se confirment un petit peu à l'usage quand même. C'est l'absence de stabilisation. Alors, ça parlera peut-être particulièrement à nos 2 invités du jour, parce qu'en vidéo, ça rend les choses très compliquées, notamment à main levée. Et l'ouverture à f4 qui, pareil, dans des conditions de basse lumière, devient un petit peu compliquée. Voilà. Ces 2 petits hicks, après, qui n'entament pas le reste et le plaisir qu'on ressent, notamment aussi le fait de pouvoir varier les formats. Ça, c'est assez génial. Une molette dédiée au format qui permet de retrouver un 65-24 qui rappelle un peu le TX1 argentique, cher à Fujifilm, qui était l'équivalent de la Hasselblad X-Pan. Et j'avoue qu'on prend beaucoup de plaisir à jouer aux simulations de films, à faire varier les formats, et ça marche super bien, quoi. Bon, tu parlais de 2 petits hicks, j'en rajouterai un troisième, si tu me permets. Il n'y a plus de viseur hybride optique numérique sur ce boîtier. Est-ce que c'est vraiment un hic? C'est un vrai débat. On a consacré toute une émission à la visée en début de saison. Force est de constater qu'en en parlant aussi avec les ingénieurs de Fuji et pas mal de photographes qui utilisent des X100, c'est pas la majorité qui va utiliser la visée optique du X100. Perso, j'en ai un, X100, je ne l'utilise plus. Maintenant, ça peut être regrettable pour certains. Il y a des contournements. On peut avoir le fameux effet hors-champ en utilisant le format 43 mm, par exemple. Mais bon, ce sera le sujet d'une autre émission à parvenir là-dessus. C'est une très belle annonce. C'est peut-être pas encore totalement abouti. Il faudra une génération supplémentaire. C'est souvent le cas quand une nouvelle série naît. Fabien, quand Fujifilm a lancé le X106 l'année dernière, c'était le bordel intergalactique en termes de précommande. Je crois qu'il y a toujours des mecs qui l'attendent. Tout à fait. On s'attend au même bazar là pour le moyen format? J'ose espérer que Fujifilm apprend de ses erreurs sur les approvisionnements. En tout cas, c'est un boîtier qui va être pas mal demandé, je pense, parce qu'il est quand même très élégant, très, très, très sympa esthétiquement. Et il y a un modelé sur du moyen format qu'on a nulle part ailleurs. Donc, à voir dans les prochains mois ce qui se passe. Et rappelons quand même que le prix peut paraître assez dément. En l'état, c'est cher. 5 500 €, c'est cher. Aujourd'hui, c'est très cher. OK. Mais
ils fournissent, ça c'est assez rare hein, sur le marché de la photo avec les appareils, ils fournissent courroie par soleil, courroie qui est quand même assez sympathique, un cuir plutôt belle facture. Mhm. On va dire que ça fait un petit peu plus passer la dragée. Le capteur, tu l'as dit, 200 millions, qui est absolument magnifique. Donc, toujours pareil, quand on le positionne par rapport au Leica Q3, c'est pas si cher que ça, en réalité, quoi. Même D'accord. même par rapport à un moyen format chez Fujifilm, un autre moyen format, en Complètement. soi, on reste dans les plus abordables de la gamme. Et je crois que le boîtier est aussi livré avec le kit de tropicalisation, si je ne Complètement. m'abuse. Alors, ce qu'ils appellent enfin, bon, tropicalisation, toi, Nikos, qui va dans les forêts amazoniennes, bon, on va dire, ça rend le boîtier un petit peu moins sujet à prendre la flotte, etc. Mais faudrait vérifier un peu sur le terrain ce que ça donne. En gros, oui, ça va servir à protéger l'optique de l'intrusion, de poussière et de ruissellement, en fait. C'est ça. Le kit qui est en option, par exemple, sur le X106. Mhm. Donc, c'est bien. Franchement, bravo. Ils pourraient aussi facturer ça en accessoire. Ils le mettent d'emblée. Pour une fois, saluons ce geste-là. Nikos, le moyen format ou le grand format, comme l'appelle Fujifilm en photo, ça a quand même un rendu un peu particulier, hein, comme l'expliquait Fabien. C'est un format de capteur qui existe en vidéo. Est-ce que toi, tu serais tenté de tourner avec... je sais que Fujifilm a annoncé une caméra de cinéma, l'Eterna, avec ce capteur grand format. C'est des trucs qui pourraient t'intéresser, ça? Alors, moi, je suis pas la bonne cible pour ce genre de grand format. Ça existe bien sûr dans le monde du cinéma. Ouais. Le 65 mm, notamment, on tombe. En fait, il y a une espèce de course à l'échalote de taille du capteur. On était en S35, puis après le full frame, le large format, pour éviter la confusion avec le plein format cinéma. Aujourd'hui, il y a aussi du 65. Oui, forcément, il y a cet attrait, mais je veux dire plus. On est plus sur du cinéma, on est plus chez Hollywood, justement de très grands capteurs, de très grands formats, de très haute résolution qui permettent voilà, un certain nombre de choses, que ça soit en VFX ou des choses comme ça. Moi, à titre perso, non, pas du tout. J'ai une caméra qui est en Super 35, donc en APS-C pour les gens qui font de la photo. Je vois le monde en Super 35. J'aime mes focales au Super 35. Je serais ravi de passer au plein format, mais ça ne me manque pas en fait. Même le full frame photo me manque pas, donc j'ai pas d'attirance. J'ai beaucoup d'affection et de respect pour Fuji, parce que je trouve qu'ils ont vraiment amené quelque chose de différent dans le monde de la photo. Je suis pas photographe, hein, mais quand j'ai voulu faire de la photo, j'ai acheté un Fuji X-E2 Ouais. parce que je passe mon temps à me trimballer des kilos et des kilos de matériel, des grosses optiques, à changer des optiques, à avoir des boîtiers, à gérer des batteries, des cartes, des choses comme ça. Et quand je fais de la photo, je veux de la légèreté, je veux de la liberté. J'ai dessus un 35 mm, un 4 que j'ai jamais changé, que j'ai jamais enlevé. Ok. C'est la seule optique qu'il me faut. Voilà, comme si j'avais un vieux Leica avec une monture fixe. Donc, ce qu'ils ont fait sur ces gammes-là, ce qu'ils ont fait au niveau du prix, si sur le moyen format, on peut en parler, ils ont quand même ramené un vent de fraîcheur à une autre gamme sur le. Mais ils ont tué le marché, en fait. Puis ils tout essayent de simplement. concurrencer le full frame, pour le coup, quasiment. C'est ça. Ils Enfin, le c'est ça concurrencent. l'idée, hein. Ils le concurrencent. Bah, ils se sont dit full frame, tout le monde le fait, on va pas le faire, ça sert à rien de rentrer en concurrence carrément. avec des grandes marques, donc on va aller taper dans un domaine où personne ne va, ou alors des marques qui font qui vendent des boîtiers très très chers. Ils ont été très malins. Leur rendu photo est magnifique, leur JPEG est magnifique, leur simulation est magnifique. Et puis Fuji, c'est quand même des optiques ciné, des optiques broadcast et des optiques ciné qui sont absolument magnifiques depuis des années. Donc moi j'adore tout ce qu'ils font. Après, on parlait de la caméra, là, Eterna. Ouais. Je pense que le rolling shutter, il va faire très mal. Hein. Il va faire très très mal. Ça va plutôt être pour des plans peut-être très posés. Ouais, voilà. Je sais pas. Exactement. La vidéo promotionnelle était un peu de cet acabit-là. C'était vraiment très lent. Non, mais parce que. C'est une caméra de packshot, quasiment, peut-être. Je sais pas. Parce que tous ces boîtiers, tous les boîtiers, ils font de la vidéo maintenant. C'est sympa, ça permet aux gens qui sont photographes de faire un peu de vidéo. Voilà. Après, faut pas se mentir, c'est pas le même métier.
c'est pas le même métier, puis c'est pas fait pour les mêmes choses, même si on peut mettre du log partout, des profils, du 10 bits, du 4:2, tout ça, ce qui fait une caméra, on en parlera, c'est plus On le cas. trouve de plus en plus de trucs, mais on va y revenir, mais des luttes notamment. Enfin, on retrouve même le jargon. On est en train d'enrichir le jargon photo avec le jargon vidéo. Parfois, on va même peut-être faire des contresens, mixer un peu tout ça, mais des waveforms, des luttes, du zebra, ça devient Bah, il y a vertigineux ce qu'on trouve dans Il y a les une hybrides. cannibalisation effectivement des menus Ah ouais. photo et du monde de la photo par la vidéo, mais parce que c'est aussi une raison économique, c'est-à-dire aujourd'hui vivre uniquement de la photo, c'est aussi difficile et la vidéo fait partie des prestations qu'on doit fournir aux clients et donc forcément il y a aussi un intérêt de fournir aussi ces outils-là pour que le photographe puisse demain répondre à ses cahiers des charges. Après, c'est pas la même chose de la vidéo, le film, le documentaire, le cinéma sont des univers très différents avec voilà, des façons de travailler qui sont très différentes et donc forcément des outils qui sont très différents. Donc, moi, ces outils-là, si quelqu'un me l'offre, le boîtier de chez Fuji, je le prends, mais voilà, il me faut du petit. Bon, de toute façon, Benjamin, on va avoir l'occasion d'en reparler de ce produit, puisque j'ai cru comprendre qu'on avait une petite émission spéciale qui lui J'ai fait quelques sera, rencontres qui lui là-bas. sera consacrée dans quelques semaines. Bon, on va clôturer le Flash Actu là-dessus, cette semaine, et on passe à la suite, et on attaque ta chronique hebdomadaire, ta story, et tu nous parles d'un documentaire justement consacré à DJI et son mystérieux fondateur qui est diffusé sur YouTube. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Tout le monde connaît DJI, mais qui a déjà entendu parler du fondateur de la société chinoise, un dénommé Tao Wang? Alors qu'Apple a longtemps été indissociable de Steve Jobs et ses fameux One More Thing, le brillant inventeur du plus prisé des drones brille par sa discrétion. Dans une enquête diffusée sur sa chaîne YouTube, le chef opérateur et réalisateur français Ammar retrace l'ascension fulgurante de la société pilotée par Tao Wang. Il remonte aux origines des Mavic, Avatar et autres Inspire grâce à d'étonnantes images d'archives puisées sur des sites internet chinois où l'on découvre les premiers prototypes présentés par Tao Wang lors de ses études. Ce sont précisément les débuts difficiles de l'aventure DJI qui ont suscité la curiosité d'Ammar et l'ont poussé à creuser le sujet sur son temps personnel. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pris à peu près 2 mois bout à bout, mais étalé sur 5-6 mois. Donc j'ai pris beaucoup de temps perso, mais j'étais dévoré de passion par le sujet. Donc ce qui fait que dès que je rentrais de tournage, je m'y collais direct. Et puis après, les archives, ça a été complémentaire au début du montage, où peu à peu, j'étais en train de me rendre compte qu'il me fallait beaucoup plus d'images. Et puis surtout, j'avais ce souhait profond de pas tomber dans la facilité d'aller chercher des stock shots à outrance pour illustrer ce que je disais. Et donc, je me suis un peu cassé la tête pour que les images soient toujours très cohérentes avec ce que je raconte, notamment sur les études de Tao Wang. Et donc, effectivement, ça a été très chronophage, très, très chronophage. Mais c'est ce qui permet aussi aux spectateurs, je pense, d'avoir la sensation d'assister à quelque chose d'un peu plus concret et un peu moins vaporeux que parfois certaines vidéos sur YouTube qui, pour des soucis de temps qui sont tout à fait compréhensibles, tombent dans des illustrations un peu bateau, quoi. Les premiers crashs, l'envol commercial avec le Mavic, les difficultés rencontrées par la concurrence pour exister face à l'emprise de DJI sur le marché, tout cela est abordé avec une narration bien rythmée pendant près d'1 heure. Dans la dernière partie, Ammar évoque un côté plus obscur. Il s'intéresse à la façon dont les drones de loisirs sont utilisés comme armes létales dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le réalisateur cherche à comprendre pourquoi DJI ne cherche pas à enrayer cette dynamique. Et là, aujourd'hui, on est face à une nouvelle époque où, pour le coup, les créateurs d'outils peuvent pas mal définir l'utilisation qu'on va en avoir. Et donc là, on voit très bien qu'il y a une énorme incohérence parce que s'ils avaient cette ferme volonté de voir leur outil utilisé uniquement à des fins bienveillantes, alors c'est très très simple, c'est une ligne de code et c'est terminé. Donc là, on voit bien que c'est pas fait. Donc ça, vraiment, j'ai pris une claque en me disant c'est fou que ça ce soit pas sorti. Alors dans les faits, c'est sorti sur des think tanks, des trucs très 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 pointus, ils en parlent de manière assez évasive, mais j'étais surpris que c'est pas
plus que ça d'effrayer la chronique parce que bah, c'est quand même un truc assez intéressant de ce que ça raconte de l'époque vers laquelle on est en train de plonger. Sollicité par le réalisateur, la société DJI n'a pas donné suite. Tao Wang a totalement disparu de la circulation médiatiquement en 2017 et avant ça, il faisait des apparitions très brèves et très maîtrisées. Donc c'est fidèle à leur philosophie. C'est de toute manière, ils ont en même temps pas beaucoup d'intérêt à communiquer, à répondre à des questions. Donc en fait, c'est assez cohérent. Mais donc non, pas de réponse, hélas, non. Pour un premier galop d'essai, Amar a marqué les esprits. Son enquête cumule près de 410 000 vues depuis sa diffusion il y a 2 mois. Et la qualité du contenu est saluée dans les commentaires. Fort de ce plébiscite, comment imagine-t-il la suite pour sa chaîne YouTube ? Beaucoup pensent que je vais me dédier au drone, alors qu'en fait, pour le coup, ce à quoi j'aspire sur ma chaîne, c'est surtout reproduire un peu le même pattern, c'est-à-dire faire des documentaires originaux dans le sens où essayer le plus possible d'aller sur des niches qui n'ont pas été développées idéalement dans tout format confondu, ou trop peu à mon goût, et essayer de faire des formats longs qui grattent des sujets complexes avec une portée qui pourtant est bien dans notre quotidien. Donc c'est une ligne de crête qui est assez fine. Et d'autant qu'il faut maintenir quand même la dramaturgie. Sur YouTube, ça fait partie des prérequis de maintenir le spectateur comme à la télé, mais je trouve encore plus qu'à la télé, de maintenir le spectateur dans une certaine haleine. Et donc, j'utilise un rasoir très très fin pour définir ce sur quoi je vais partir ensuite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très 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 heureux et très très content de la réception de la vidéo parce que elle me dit de continuer dans cette démarche de faire à la fois du storytelling et quelque part de l'investigation. Donc, je compte bien faire ça et j'ai d'ailleurs commencé pour la prochaine vidéo. Bah écoute, ça donne envie de voir ce reportage déjà sur le fondateur de DJI et puis de suivre. Amaré, on dit, c'est ça? On dit Amar, alors Amar. c'est son pseudo, donc on va pas révéler son nom, on peut le trouver facilement hein, si on va sur Internet, mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est effectivement plutôt DJI et Tao Wang. Et ce qui est intéressant, c'est de vraiment retracer tout la success story un peu de cette boîte que tout le monde connaît. On utilise à peu près tous des drones DJI, peut-être nos invités d'ailleurs, on va en reparler. Ce qui est assez fascinant, c'est que pour un premier docu, c'est très fort ce qu'il a fait, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est gratuit hein, en accès sur son site. Et toute la partie qui est consacrée donc aux dérives, notamment sur le front et Ouais. la guerre entre la Russie et l'Ukraine en ce moment, fait écho à ce qu'on a entendu il n'y a pas longtemps. J'avais recueilli les témoignages Bien de sûr. Vlada Liberova, qui est sur le front avec son mari Kostyantin, et qui eux-mêmes utilisent des drones DJI, mais pour documenter des crimes de guerre, c'est différent, et qui à chaque fois prennent des risques énormes parce qu'ils sont la cible de drones kamikazes russes. Donc on est en plein dans le sujet, il y a une vraie zone d'ombre à ce niveau-là, il le souligne. Il rappelle aussi tout l'intérêt créatif et narratif de ces outils qu'il utilise énormément puisqu'il est aussi chef opérateur et réalisateur, donc ce n'est pas un docu à charge. Reste que le silence de DJI est peut-être regrettable, c'est ainsi. Je vous invite en tout cas à aller sur sa chaîne et regarder ce documentaire qui est vraiment passionnant. Ça pourrait tout à fait être un 52 minutes diffusé sur Arte, par exemple. Tu l'as vu, Nikos, ce doc? Pas du tout, j'en avais pas du tout entendu parler, mais du coup, j'ai très envie de le regarder parce que le sujet m'intéresse, parce que ça m'intéresse aussi de voir justement quelqu'un qui est réalisateur par ailleurs. J'imagine qu'il travaille pour la télévision. Pour la télé, il bosse Voilà, pour la et télé. du coup, de voir ce qu'on peut faire aussi avec un espace de liberté qui est du YouTube et comment on peut réinventer le genre sur des sujets qui nous intéressent. Donc, à plus d'un titre, ça m'intéresserait beaucoup de le regarder. Je vais le faire. Et les drones, c'est un truc que tu utilises, alors, pas pour faire exploser des bombes, j'imagine, mais Non. pour faire des images, tu en utilises? Ouais, j'en utilise depuis plusieurs années. Je suis même télépilote de drone. Ok. J'y suis arrivé vraiment à reculons, en fait. Parce que j'estimais, quand le drone est arrivé et qu'on nous a demandé d'avoir des images de drone, parce que c'était bien, c'était moderne, et puis tout le monde commençait à en Stylé, faire, voilà. ouais. En fait, moi, j'ai refusé dans un premier temps parce que j'estimais que j'étais auteur, réalisateur, chef opérateur. C'est moi qui faisais les prises de son, qui posais les questions des interviews, qu'on en faisait déjà beaucoup, en fait. Et qu'on nous rajoutait encore Petite couche. une tâche à faire. C'est l'homme C'est-à-dire que- orchestre. C'est pareil pour les journalistes. hein. Ouais, À un moment c'est-à-dire donné, qu'on tu part rajoutes toujours un truc. on est toujours moins à partir.
on a toujours moins de moyens, de jours de tournage, et puis tout d'un coup, il faut faire encore des trucs en plus. Et surtout, vu le niveau de stress qui est associé quand même au pilotage d'un drone, parce qu'on a un objet en l'air, vraiment, j'avais pas envie de me rajouter ça. Et puis, il se trouve que sur un film, j'ai fait un film dans le désert, en Mauritanie. Et je me suis dit, bon, bah, si je dois essayer le drone, le désert, c'est pas mal, parce qu'il n'y a pas de Si végétation. je le crasse, ça craint rien, quoi. Ouais, ça va, ça va. Et je me suis pris au jeu, en fait. Je me suis Ok. pris au jeu du pilotage. Je me suis pris au jeu de la prise d'image. Je me suis pris au jeu de ce qu'on arrivait à sortir finalement avec un drone. Et j'ai décidé, mais du coup, moi-même, parce que je le voulais, comme je le voulais, de Te comment- former. Ouais, de me former et puis d'apporter ça justement à notre outil narratif, quoi, aux images qu'on raconte, ce qu'on raconte des paysages, qu'on raconte des territoires, du point de vue qu'on porte sur le monde, puisque forcément on change pour le coup d'échelle, de point de vue, et on peut raconter d'autres choses. Euh, c'est c'est des plans, moi je me rappelle de l'époque où on montait à pied en haut de la montagne, ou en voiture quand on avait de la chance pour aller faire des plans d'illustres. Et où on louait un hélicoptère, ou alors on montait dans un ULM pour faire 3 plans d'une région. Et on ramenait de l'image qui bougeait, qui n'était pas très, Ouais. qui était pas très belle. Ou alors un plan statique, on mettait dans le film, on était content, on avait notre plan large, on était monté en haut de la montagne, ça avait pris une demi-journée. Euh, et donc non, c'est génial ce qu'on arrive à faire avec les drones. Et c'est génial ce qu'on arrive à faire en hauteur, c'est génial ce qu'on arrive à faire au niveau du sol, c'est génial ce On qu'on peut faire des arrive- travelling avec un drone. On peut faire simuler des- une grue. On peut faire des Exactement, trucs, exactement. Pour moi, le drone comme un Ronin, comme on dit maintenant, un gimbal. On disait c'était Dicam à l'époque. Enfin, les langages Ouais, évoluent. c'est un système gyrostabilisé Ouais, c'est ça. à poignée. Convecteur spatio-temporel, à poignée 2,21 à gigawatts. poignée unique, ouais, exactement, ouais, c'est ça. Non, mais pour moi, exactement, c'est retrouver les mouvements du cinéma. C'est-à-dire que pour moi, le gimbal, c'est vraiment le steady, c'est vraiment la dolly. Pour moi, le drone, c'est la grue, ou c'est l'hélico sur un plan. Mais moi, le drone, il va devant, derrière, il fait un latéral, il fait un orbital, et basta, où il fait un enroulé, où il fait une montée avec un tilt, un truc comme ça. Et je l'utilise vraiment sur des mouvements hyper simples, mais pour trouver justement ces mouvements de base du cinéma. Et c'est quand même assez génial aujourd'hui les outils qu'on a pour faire de l'image qui tiennent dans un sac à dos et qu'on arrive C'est clair, ça change tout. à déployer facilement, quoi. Fabien, t'en fais un peu toi du drone aussi? Alors, c'est assez compliqué d'en faire sur Bordeaux parce que dès qu'on veut faire décoller un drone, il faut les autorisations de la mairie, tout ça. Globalement, partout en France, Ouais. les gens qui achètent des drones DJI, ils savent que légalement, ils peuvent pas faire grand-chose avec. Ouais, mais vu que c'est typiquement si on veut faire des images pour la boîte, on n'a pas trop envie de se prendre un procès de la mairie, surtout qu'on est sur les belles allées, on n'a pas envie de soucis avec la mairie. Bah, en ville, non, mais tu vas à Lacanau ou tu vas sur le front de mer, t'as plein de zones où tu peux voler. Hein. Je pense que certains de mes collègues le feraient mieux que moi. Pour le coup, j'ai très peu d'expérience en drone. Si j'utilise les produits DJI, ce serait plutôt tout ce qui est lié au son ou à la stabilisation. Mais pourquoi pas se lancer un jour, qui sait? En tout cas, il y a des applis qui permettent de regarder les endroits où on a le droit ou non de voler. Et rappelons que la formation, c'est important. Tu as parlé de certains plans, il y a des organismes de formation aussi qui forment tout simplement au plan de vidéo, etc. Ça s'improvise pas. Mais qu'on soit un télépilote confirmé ou pas, se former de temps en temps, c'est pas plus mal. Et je veux pas vous déprimer la tête, les gars, mais je suis sûr que si on refait ce même genre d'émission dans 10 ans, on parlera plus de formation télépilote de drone, on parlera de formation de prompt en IA, où on sera capable de générer tous les plans qu'on veut, avec simplement une petite description textuelle. Mais je n'ouvre pas ce débat-là du tout. Tu ne seras plus nous au micro, mais il y a, oui. Oh bah oui, ok. ça, avant 10 Assumons. ans même, ça pour ça. Merci Benjamin pour cette story cette semaine. On fait une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes pour cette grande discussion autour des techniques de tournage en reportage vidéo après une courte publicité. Débutant ou confirmé, Canon vous donne les clés pour un vlog professionnel. Partager des contenus vidéo instantanément sur ses chaînes YouTube ou TikTok n'a jamais été aussi instinctif. Les nouveaux PowerShot V1 et EOS R50V de Canon sont les outils parfaits pour les vlogueurs et créateurs de contenu toujours en mouvement.
Tu es un créateur nomade, t'as besoin d'un appareil compact, d'un zoom grand angle lumineux, d'un enregistrement illimité avec un micro intégré. Opte pour le PowerShot V1. Tu préfères un appareil plus polyvalent? Oriente-toi vers l'hybride EOS R50V et ses 7 modes vidéo dédiés, sa lampe Tally et son zoom Rocker Broadcast à 2 vitesses pour des mises au point rapides. Conçu pour vous suivre partout, découvrez les nouveaux PowerShot V1 et EOS R50V de Canon sur le site www.canon.fr. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le réalisateur Nikos Argilet et Fabien Van Huffel pour cette grande discussion autour des techniques de tournage vidéo en reportage. Alors, nous allons commencer cette discussion par parler du matériel de prise de vue. Caméra, optique et son naturellement, mais aussi les accessoires indispensables à considérer. On va essayer de se mettre dans le cas de figure fictif de la commande d'un reportage vidéo de 20 minutes réalisé par une toute petite équipe de 2 personnes, un réalisateur cadreur et un couteau suisse cadreur #ingéson sur la réalisation des vendanges par un producteur de Grand Cru en Bourgogne en racontant le choix du premier jour des vendanges, la cueillette du raisin, son tri et le pressurage. Le reportage doit montrer les différentes étapes des vendanges et intégrer des témoignages des différents intervenants. La première étape est donc de réaliser cette fameuse liste technique de tout le matériel qui sera nécessaire. Pour cela, l'idéal est déjà de s'être beaucoup renseigné sur le sujet du reportage, d'avoir fait des repérages et même si possible un découpage du film. Bien entendu, ce travail doit prendre en compte le budget et le temps alloué à la réalisation de ce tournage. Nikos, j'imagine qu'on commence par le choix de la ou des caméras pour cette liste technique. C'est ça le point de départ? Ça peut, oui. Déjà, c'est hyper précis comme scénario. Ça nous met direct. Je te demande pas de me faire un ambiance. devis. Non, c'est vraiment hyper précis. Ah oui, parce que ça peut être quoi un scénario? Une ligne? Ou genre. Non, tu c'est-à-dire pars de que, rien? c'est-à-dire que non, mais c'est très bien. C'est un super cas concret sur lequel on peut bosser. Mais du coup, j'imagine ça pourrait être aussi applicable à d'autres. Ah bah bien à sûr, d'autres non, là scénarios. j'ai mis un cadre parce qu'il fallait mettre un cadre, mais Certes. On est Oui, le choix de la open. caméra. Le choix de la caméra, ça peut commencer par le choix de la caméra. Ça dépend, en fait, il faut regarder ces histoires de budget, ces histoires de où on met l'argent finalement. Est-ce qu'on le met sur du temps? Est-ce qu'on le met sur la technique? Est-ce qu'on se met sur l'humain? Est-ce qu'on le met sur la post-prod? Il faut adapter en fait la voilure en fait à la taille du bateau. Donc ça dépend. Est-ce que c'est de la loc? Est-ce que c'est cette petite boîte de prod veut s'équiper? Enfin, c'est des questions qui sont hyper différentes, qui peuvent nous aiguiller dans des directions qui sont assez différentes. Moi, j'aurais envie de dire que si on parle du choix de la caméra et de quelle caméra on va prendre, plutôt que de partir sur un petit hybride en se disant c'est un petit peu moins cher, un petit hybride, se prendre une vraie caméra qui n'est pas beaucoup plus chère. Alors, puisque, qu'est-ce bon, que tu appelles une vraie caméra? alors, une vraie caméra, c'est une caméra qui n'est pas un appareil photo. Sur cette Tu vas nous fâcher, attention. sur cette caméra qui ne prend pas de photos, donc qui n'a pas de vocation à être un appareil photo, on trouve par exemple des filtres ND. On trouve par exemple... on peut mettre des filtres ND devant un appareil photo. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose en termes d'ergonomie, c'est pas la même chose en termes d'utilisation, c'est pas la même chose en termes de qualité, c'est pas la même chose en termes de rapidité de travail. On peut, sur un boîtier photo, multiplier les accessoires, et les accessoires, et les accessoires, et les accessoires. On va faire monter la facture. On va rendre ça plus difficilement manipulable. Plus fragile peut-être. Plus fragile. À chaque fois qu'on rajoute un accessoire, un câble, on rajoute un point of failure, quoi, une propension à la panne sur chacun de vulnérabilité. sur ces petits éléments. Donc, je disais filtre ND, prise XLR pour des micros, des outils de monitoring, des waveform monitor, des false color, un écran dédié. Alors, il faut t'expliquer vite fait ce que c'est, un waveform monitoring. Alors, parce que là, ici, on parle photo. Ok. Et on parle de la photo Ok, pour ok. aller sur la vidéo. Ok. Et peut-être que ceux qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est. En gros, c'est juste que pour se rendre compte de l'exposition d'une image log, on peut utiliser un certain nombre d'outils et l'histogramme auquel sont habitués les photographes est
peut-être l'outil le moins performant pour juger de l'exposition d'une image, puisqu'il nous donne très peu de renseignements finalement sur la distribution de l'exposition au sein de l'image, sur un sujet en particulier. Les zébras peuvent nous donner une indication sur vraiment une valeur d'exposition en termes d'IRE qui est vraiment particulière, ou une plage. Le waveform monitor, en gros, va nous donner, c'est un moniteur de forme d'onde, un peu comme un oscilloscope, qui va nous donner une lecture comme une radiographie de l'exposition d'une image. Voilà. Les false colors, ça va attribuer à chaque zone zone de l'image, un peu comme le système d'Ansel-Adams de zone Zone système. système, Voilà, ouais. ça va attribuer à chaque zone, on va dire, pour grosso modo, une couleur. Donc ça va permettre de savoir si cette partie sombre de l'image est vraiment très sombre ou si elle est moyennement sombre, si cette partie est correctement exposée, elle est dans les gris moyens, ou cette partie est très exposée. Donc tous ces outils vont permettre finalement rapidement de pouvoir juger de l'exposition d'une image et de travailler juste plus vite, mieux, dans de meilleures conditions. Je te pose la question parce que c'est une fonction, il se trouve qu'on commence à trouver dans les hybrides à l'heure actuelle de plus en plus. Et je voulais te demander, toi Fabien, qui est, on va dire, encore une plus jeune génération, ça te parle là, tout ça? On fait une petite pause sémantique dans tout ce qu'aborde. Très honnêtement, oui. En fait, qui est passionné de la photo, de la vidéo et qui est un peu curieux peut se former assez facilement sur des outils comme YouTube. Donc en soi, je suis pas dépaysé, même si je n'utilise pas forcément au quotidien les waveforms, les false colors, tout ça. Mais je pense qu'il y a des bonnes portes d'entrée actuellement pour de la formation sur ce type de sujet, notamment sur YouTube. Hmm. Si on travaille avec plusieurs caméras, Nikos, est-ce que c'est primordial d'avoir le même modèle? Le même modèle, pas forcément, ça dépend. C'est bien de rester chez la même marque Pour avoir une cohérence, ça, pour avoir de une, rendu? pour avoir une cohérence de rendu, pour voir si on peut se partager des batteries, pour voir si on peut se partager des Ok. cartes mémoire, pour voir si on peut tourner dans les mêmes codecs, si on peut mettre la même lutte en post-production. Ça peut aider Pour simplifier la vie, quoi. pour simplifier la vie. Honnêtement, le mieux quand on a plusieurs caméras, c'est d'avoir plusieurs fois la même caméra. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Après, Après, bon, après, sur quand le on a. budget, c'est toujours la même chose, quoi. Et On puis peut avoir quand une on a- caméra principale un peu ouf et puis des caméras secondaires un peu moins. Ouais, ou des caméras pour faire autre chose. Une caméra B qui peut, pour le coup, être un boîtier hybride, qui peut aller facilement sur un Ronin, qui Ouais. peut aller facilement sur un slider, qui peut facilement faire de la macro, qui peut facilement se prendre à main levée pour faire des choses peut-être plus facilement qu'un autre. Donc, c'est aussi une histoire dextérité. Mais il y a le choix de la cam en B, mais il y a peut-être quelque chose, en tout cas, qui parle sûrement pas aux photographes. Mais par contre, si on veut vraiment se faciliter la vie quand on a plusieurs caméras, c'est d'avoir des petits boîtiers de timecode. Ouais. Et ça fait partie des choses qu'on ne trouve pas sur les boîtiers hybrides, à part chez Canon, qui a sorti pour moi le seul vrai hybride qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a à la Le fois, R5C. voilà, qui a à la fois une caméra avec un menu de caméra, avec un outil de caméra, un système d'exploitation de caméra, avec des outils caméra, à part les filtres ND malheureusement, j'espère un jour, qui est le seul boîtier hybride parce qu'il y a un port de synchro timecode. Et en fait, d'avoir un boîtier de camcode entre toutes ces caméras et en post-production, appuyer sur un bouton, demander à son logiciel de montage de tout synchroniser comme ça, ça fait gagner des heures et des heures et des heures, et donc de l'argent, et donc de l'efficacité. Mais tout ça, de toute façon, on l'a abordé très rapidement, mais on peut le faire en location. Vous en faites, vous, un petit peu à Panajou, de la location sur du beau matos vidéo qu'on ne peut pas forcément se payer? Sur du beau matos vidéo, pas forcément. On est quand même plus tourné photo sur de la location. Après, pourquoi pas un jour proposer ce genre de prestat, mais pourquoi pas? Pour l'instant, pas vraiment. Ou R5C peut-être. R5C, c'est déjà un peu plus dans le champ des possibles. Ça se rapproche de ce qu'on a en magasin. C'est vrai qu'on a un peu moins de grosses caméras, de grosses vraies caméras, si j'ose dire. Oui, on parle pas de Mais Harry, ou on parle pas, enfin vraiment des raids et Non, on monte pas trop compagnie. dans les tours, là. Là, on reste Non, non, raisonné, quoi. Ouais, on peut être chez Sony sur une FX6, une FX9, chez Canon sur une C400, C80, C70, C300 Mark III. Ouais. Il y a des modèles qui sont un peu plus plébiscités que tu as identifiés chez ces trois gros acteurs, hein. Donc, on a évoqué Sony, Canon. Bon, je pense qu'on peut rentrer Lumix aussi dans cette catégorie. Panasonic, je crois que c'est pas des Lumix, la partie cinéma vidéo. Je crois que c'est des Panasonic. oui, je pense que les plus gros acteurs, du moins chez nous, après ça peut être totalement différent chez les autres magasins, mais nous on a beaucoup de FX qui sortent. La FX Line de Sony plaît énormément. C'est ce qui se rapproche le plus d'une vraie caméra de cinéma, je pense, chez les hybrides.
À part le R5C du coup, mais Ou est-ce qu'on peut. Tu parles de la FX3 en fait. oui, de la FX3, FX3, ou ouais. est-ce que c'est parce qu'on peut lui greffer toutes sortes d'accessoires? On a l'impression que les vidéastes aiment bien ces appareils des fois un peu dépouillés, comme les Sigma FP ou les FX3, auxquels on va pouvoir ajouter, enfin un peu faire ce qu'on veut d'ailleurs, soit l'utiliser tel quel, ou alors l'accessoiriser. Oui, ça peut plaire. Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a un engouement il y a une idée, un plaisir, l'idée de partir léger, forcément, quand on Ouais. porte une grosse caméra, des gros objectifs, plusieurs kilos de matériel sur le dos, qu'on doit bouger, se déplacer, prendre des avions. Forcément, on se dit, on va partir léger, on prend des petits boîtiers, mais le petit boîtier, plus le petit accessoire, plus le petit moniteur, plus les petites batteries, qui sont pas les mêmes que la caméra, et patati patata, je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup, mais effectivement, oui, ça permet par contre, effectivement, quand il faut le mettre sur un Ronin, on peut le dépouiller et la mettre sur un Ronin, on peut l'utiliser à la main levée pour faire des images d'illustration, des choses. Il y a quand même une flexibilité, hein, sinon il n'y aurait pas tant d'engouement, c'est sûr. Hmm. Bon, maintenant qu'on a vu un peu pour l'objet caméra en lui-même, au niveau des formats d'enregistrement, qui peut le plus, peut le moins, on met tous les curseurs à fond et on verra en post-prod, où on essaye d'avoir de la même manière un raisonnement logique, mesuré, responsable, économique, euh, au niveau de ses choix à la prise de vue. Oui, je crois qu'il faut d'ailleurs sur tous les films et sur tous les budgets, cette réflexion, elle existe, hein. On peut tourner un long métrage pour Hollywood, la question du stockage va se poser à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut tourner sur le plus gros format de fichiers disponible, mais on va se retrouver. En fait, rien n'est gratuit, quoi. C'est-à-dire que on va se retrouver avec. Il faut beaucoup de cartes, il faut beaucoup de temps pour décharger, il faut beaucoup de disques durs de terrain, il faut beaucoup de disques durs en post-production. Ça prend beaucoup de temps, ça prend des ressources. Il faut créer des proxys pour travailler avec. Donc, ça veut dire du temps de transcodage et des choses comme ça. Oui, oui, il faut toujours adapter. Il faut toujours se poser la question, quelle est la finalité? Quelle est la diffusion? Sur quoi je vais diffuser? Et puis se poser la question, combien d'heures je vais tourner par jour? De combien de cartes je dispose? De combien de disques durs je dispose? Et adapter. Il y a des choses qu'il faut pas faire. Il faut pas tourner en 8 bits. Parce que la différence entre du 8 bits et du 10 bits, c'est la différence entre 160 millions de couleurs et 1 milliard de couleurs. Hmm. Voilà. Il ne faut pas tourner en 4.2.0. Voilà, parce Mhm. qu'il faut du 4.2.2 minimum en compression, T'es en train de en nous colo. dire qu'il faut mettre tous les curseurs à fond, quoi. Non, 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 par contre, Non, par contre, de regarder les bons critères. non, mais peut-être. voilà, Ça, non, mais c'est- ces critères-là sont c'est- importants. ouais. Par contre, on peut tourner en long GOP et pas forcément un intra. Ok. Oh, selon ce qu'on l'Entra fait. Long Up, là oui, on est dans les menus un peu. On rentre un petit peu dans l'état, mais c'est Mais important. Parce que, C'est-à-dire parce que ça joue sur le poids des fichiers. par exemple, on fait une interview. Ok, on fait une interview qui va durer 1 heure, 2 heures. Voilà, sur cette interview, les images vont pas beaucoup bouger. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Une personne elle est assise, il y a un fond qui va pas beaucoup bouger. Voilà. Sur ces formats-là, on peut tout à fait compresser son image, tourner en long GOP. On n'a pas beaucoup de détails, de choses à faire. Par contre, si on filme l'eau vive, un torrent de montagne avec des arbres qui sont balayés par le vent, oui, forcément, on aura une meilleure image en intra. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que c'est ça qui est déterminant sur son image quand on diffuse son film sur YouTube, sur la télé? Aujourd'hui, je ne le crois pas. Donc, il faut adapter, tourner en 8K ou en RAW ou ces choses-là. Honnêtement, aujourd'hui, moi, j'en vois pas l'utilité. Tu veux dire, pour en revenir à ce cas concret, on va dire, de sujet de 20 minutes sur les vendanges, avec un R5C, mettons, ou une FX3 ou autre, tu serais comment? Tu serais en 4K du coup, ou en 1080p? Non, en 4K, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est bien d'avoir des rushs en 4K, c'est bien d'avoir des masters en 4K, et puis ça permet de gagner en sensibilité au niveau du bruit. Si on va sortir de toute façon un master en HD, hein, il y a quand même peu de diffuseurs qui prennent aujourd'hui quand même du 4K, donc ils veulent un master en HD. Ça va permettre de downscaler le bruit, le grain, ça va permettre pas mal de choses, de pouvoir stabiliser un peu, de pouvoir Recadrer un peu, au recadrer besoin. un peu s'il faut. Donc c'est bien d'avoir ces rushs en 4K. Aujourd'hui, les capteurs sont 4K, donc on ne sait pas comment ils vont faire une image 1080. Il y a des caméras qui sortent des 1080, excusez-moi, qui sont dégueulasses, Hmm. en fait. Donc il faut rester dans ce que la caméra est censée faire, c'est-à-dire l'ISO natif, le profil log le profil log établi par le constructeur, et en 4K si le capteur est 4K. Mais par exemple, on prend le cas du R5C, il filme en 8K, c'est super. Mais moi, je l'utilise en 4K parce que le 4K est déjà downscalé, ce que j'allais faire de toute façon au final. Et il est très, très beau. Ça permet de gagner en sensibilité et de gagner en piqué.
Et pas de faire chauffer les cartes, etc., etc. Et puis tourner en ralenti. Hum. Et puis pas tourner en H265, mais avec un vrai codec. Enfin bref, plein de Bah, choses. quoi. H265, c'est bien quand on veut peut-être faire une diffusion sur les réseaux sociaux ou je sais pas, un truc vraiment léger, prêt à l'emploi, ou c'est le format un peu pour tout le monde, non? Enfin, comment Alors, tu l'expliquerais ça? non, Par rapport au 264 et... c'est toujours pareil. C'est-à-dire que rien n'est gratuit dans ce monde. Donc, si on va compresser l'image à la prise, il va falloir la décompresser à un moment donné. Donc, en fait, il va falloir un ordinateur plus puissant et plus de ressources pour pouvoir décompresser cette image. Donc, soit on a des ordinateurs qui ont des puces dédiées d'encodage et de décodage H265. Ça va bien se passer. Soit ça va être compliqué, ça va juste faire galérer en post-production pour rien. Hmm. On voit quand même les constructeurs. Alors là, je reviens peut-être un peu plus sur l'univers des boîtiers hybrides qui mettent le paquet sur la vidéo. Le cœur finalement de ces boîtiers est capable à peu près de faire le même type d'image que ces caméras vraiment conçues pour ça. L'un des gros arguments, Fabien, des constructeurs en ce moment, c'est la 8K, c'est des enregistrements en RAW complètement délirants, des débits de ouf. Est-ce que ça parle finalement aux vidéastes qui viennent en magasin et qui se sentent un peu séduits par ces arguments-là, qui se disent bon, bah voilà, il faut suivre un peu le flow. Peut-être que c'est un peu overkill aujourd'hui, la 8K, mais peut-être que dans 2-3 ans, ce sera un incontournable. Donc, il faut que je m'équipe aujourd'hui. Très honnêtement, pour revenir sur la 8K, je suis pas sûr que c'est un engouement exceptionnel dans les prochaines années. Par contre, c'est une belle vitrine technologique. On a vu avec le premier R5 quand il est sorti avec la 8K, enfin, tout le monde était un peu sur le cul. Je sais pas si on peut dire ça dans le podcast. Alors là. Mais non, c'est une belle vitrine technologique. Après, est-ce qu'à l'usage, ça sert vraiment? Oui, ça permet de recropper dans une image. Forcément, qui peut le plus, peut le moins, mais je suis pas sûr qu'à l'usage, et je suis pas sûr que les gens l'utilisent au maximum de ses capacités, ce genre de technologie. Tous les témoignages de vidéastes qu'on peut croiser depuis le début de ce podcast tendent à penser ce que tu viens de dire. En tout cas, c'est que finalement, la 8K, c'est plus un argument marketing. Part dans l'autre sens, quoi. L'industrie, où ils diffusent encore en 4K, Ultra HD ou en 1080p la plupart du temps. Je me souviens de Sébastien Deveau aussi qui nous disait encore filmé en 1080p. Donc après, ça peut être intéressant pour plein d'autres choses ou des sujets vraiment très spécifiques, mais ça reste a priori plutôt marketing quand même. Nikos, niveau optique, dans le cadre de figures qu'on a décrit tout à l'heure, est-ce qu'on va plutôt s'orienter vers un zoom très polyvalent, capable de faire un peu de tout, on va dire entre gros guillemets moyennement, ou partir sur une belle série? Parce que c'est que les vidéastes, ils aiment bien bosser en série, avec une série de focales fixes, 100% manuel, avec des optiques recarrossées, machin, tout le bazar, quoi. Alors pourquoi tu as dit un objectif transstandard moyen partout? Il y a des objectifs transstandards qui sont bons partout, Ok. qui sont très bons. Il y a des 24-70 qui sont magnifiques, qui sont bien partout. En tout cas, pour de la photo, peut-être moins bien qu'un prime, en tout cas pour la vidéo, qui sont beaux et qui passent partout, que nous, on utilise au quotidien. Il y a Canon qui a sorti le 24-105 2.8 stabilisé, qui est, je pense, le seul objectif dont on peut avoir besoin jusqu'à la fin de sa vie. Ça te parle, ça, une optique comme ça? Bah oui, forcément. Si on est sur du plein format, on la met au cul de sa caméra et puis c'est fini, game over. Même le photojournaliste Pascal Maître, qu'on a reçu ici, a pu l'utiliser sur le terrain lors de ses reportages. Il nous en a dit le plus grand bien que c'est pas la plus compacte des optiques, mais c'est logique avec une telle ouverture. Et il a été totalement séduit par l'optique. Ouais, non, la stabilisation est dingue. Moi, mes conseils, ça serait d'avoir une optique équivalent, on va dire 24-70. Par contre, de ne pas sacrifier sur l'ouverture. Je pense que l'ouverture à 2.8, c'est important. Ouais. Pas que pour l'aspect créatif et la profondeur de champ, mais justement pour les situations de basse lumière, parce qu'entre 2.8 et 4, il y a un diaph, donc il y a 2 fois plus de lumière qui rentre dans le capteur ou 2 fois moins de lumière. Donc c'est la différence entre tourner à 800 ISO ou 1600 ISO, ou tourner à 6004 et à 3002 si on est en faible condition de lumière. Et après, sur les focales fixes, oui, avoir toute une série... pourquoi pas, si vraiment on aime bien vraiment s'encombrer d'une valise et changer d'optique tout le temps et qu'on a le temps. Mais sinon, avoir un ou deux beaux cailloux, un 50, très lumineux,
pouvoir faire des... 51.2 comme ça. Ouais, après, petit. le 1.2, c'est pas forcément un 1.2, c'est On pas... commence à le trouver chez plusieurs marques. Hein. Il y a Sony, il y a Sigma, Canon, en fait aussi. Oui, il y en a un peu partout. C'est pas, après, 1.2, c'est pas les plus performants. Et c'est généralement à 2, ils commencent à être un peu plus sympas sur le rendu. Mais oui, pour sortir de... en gros, voilà, on arrive, je sais pas, un intérieur, c'est moche, c'est un peu dégueu. On a envie que tout soit un peu flou parce qu'on n'a pas envie que ça se voit beaucoup. Donc, on a envie de donner du style rapidement. On sort son 50, on le met à 1.2, 1.4, 1.8, 1.2. Et puis, on fait des belles images. Ou alors, on est vraiment en basse lumière. Moi, j'ai toujours au fond de mon sac un 35 mm f2 stabilisé de chez Canon, qui est une petite optique, même pas elle, qui vaut, je sais pas, 350 balles. C'est ma optique quand il fait nuit. Voilà. Quand il fait nuit, c'est celle-là que je sors. Parce que pareil, entre 8 et 2, il y a un diaph. Donc, c'est la différence entre tourner à 6004 ou tourner à 3002. Mais ça Disons. veut dire que tu shootes en Super 35 avec tout ça? Parce que tu me disais au début que c'était vraiment ton format. Donc, ça veut dire que finalement, toutes ces optiques, tu vas régler ton boîtier en x1.6 en Super 35? Ouais, moi, mon objectif, enfin, là, quand on parle des objectifs plein format, puisque c'est sur des caméras qui seraient aujourd'hui une C80, une FX6, une C400 ou des choses comme ça. Après, moi, mon objectif de prédilection, ça va faire marrer beaucoup de gens, c'est un objectif EFS 17-55 Ah de oui, 8 le Ah 2.8. ouais, stabilisé. il est à l'ancienne Ouais, ouais. celui-là. Hein. Il est à l'ancienne. C'est vieux, hein. C'est une merde. Non, mais attendez, c'est une merde physiquement. Oui. C'est-à-dire La que construction la est vraiment construction, pas elle est terrible. merdique. Mm. Je pense que la bague de mise au point, ça doit être 20 degrés pour aller de l'infini au truc. Ça prend la poussière. C'est pas du tout tropicalisé. Tu le vends bien. Tous les ans. Non, mais tous les ans. Attends, il va nous sortir tous un les truc ans- à la fin. Non, mais tous les ans, j'en Il prends a un, rendu, je le jette. Ouais, non, mais, extraordinaire. tous les ans, j'en prends un, je le jette. La stab, elle part en sucette et tout. Donc, il faut en racheter régulièrement. Mais bon, il vaut pas trop cher. Mais franchement, optiquement, c'est une tuerie. C'est une tuerie optiquement. C'est sur du S35, l'équivalent d'un 24-70 C'est ça. à 2.8 stabilisé. Et ce qui n'existait pas jusqu'à il y a quelques années. Donc, c'est vraiment une tuerie. Moi, c'est mon objectif de prédilection. Voilà. Enfin, le jette pas tous les ans parce que tu sais qu'ils ont arrêté de les produire, hein, Canon, les optiques EF et Ouais, EFS. je pense que tu dois en avoir une petite palette d'occasion. Ouais, je pense que ça se trouve même encore du stock. Il doit y avoir du stock un peu Ouais. partout. Là. Ouais. Et toi, Fabien, niveau optique, qu'est-ce que tu privilégies? Plutôt zoom, plutôt focal fixe quand tu shootes ou quand tu fais des vidéos pour Panajou? Pendant très longtemps, j'ai écouté les anciens photographes qui disaient on zoome avec ses pieds, les focales fixes c'est mieux optiquement, etc. Mais à vrai dire, sur mes tournages du quotidien, c'est quand même un grand zoom transstandard à 2.8 parce que c'est bien plus polyvalent. On met une optique sur le boîtier, ça bouge pas, on change pas d'optique, il n'y a pas de poussière sur le capteur. Et en vrai, ça fait tout, ça fait 95% du job. Donc en soi, il y a en fait les deux mondes cohabitent à côté. Enfin, les deux mondes cohabitent en soi, c'est juste qu'il y a une préférence qui va d'un côté ou de l'autre. Moi, je préfère les zooms maintenant. Ouais, tu parles de poussière. Donc, même sur un tournage comme les vendanges, petite parenthèse rapide, mais on serait plus à avoir deux boîtiers avec des focales fixes et un zoom, ou alors on a un boîtier, on a son zoom et puis son parterre de focales fixes et on va changer, quitte à prendre de la poussière. Prendre de la poussière, hein, si on maintient son capteur vers le bas quand on change ses objectifs, on ne prend pas non plus de la poussière à chaque changement d'objectif, faut pas exagérer. Moi, je change d'objectif, que ce soit sur la banquise au Groenland ou en phare amazonienne, je change, je sais pas, 10 fois par jour d'objectif. Ah ouais, même en vidéo. Oui, Oui, il y avait même en ce vi- mythe Non, même à un en moment vidéo, de on faire change. quand même gaffe. Oui, on fait gaffe. On tourne vers le bas, on ouvre, on prend le truc, mais j'ai un objectif coincé entre les bras, je me bats avec les cages et tout. Enfin voilà, on a le droit de changer d'objectif, faut pas non plus, voilà. Non, mais après, ça dépend. Et si on a plusieurs caméras, j'imagine qu'on est plusieurs à filmer, donc c'est bien de se répartir aussi le boulot. Si on filme la même scène, c'est bien qu'il y en ait un qui a un 24-70 et un autre un équivalent à 70-200 pour aller chercher autre chose, ou un 100 mm macro et qui est accroupi par terre en train de faire des macros pendant qu'on tourne une autre scène, ou faire quelque chose d'autre. Mais c'est bien en tout cas d'avoir voilà, plusieurs éléments de langage pour raconter une histoire complète. Bon, j'ai été dur avec les zooms. Je m'excuse auprès de tous les industriels que j'ai pu offenser en disant que leur zoom faisait tout moyennement versus des focales fixes. Je m'excuse. On a parlé d'image, c'est bien, mais en vidéo, il y a un paramètre qui est fondamental aussi, c'est le son.
hyper important, on est bien placé pour le savoir. Faut pas pousser les ISO. On se prend suffisamment la tête pour avoir un son de qualité. Nikos, c'est quoi l'importance que tu portes au son dans tes projets et dans ce projet de reportage sur les vendanges et quel type de matériel tu utilises? Alors, le type de matériel que j'utilise, il a évolué au fil des années, puisque j'ai recherché à avoir de plus en plus compact, de plus en plus pratique. J'avais des Sennheiser G2, G3 qui fonctionnaient sur pile. Il fallait amener des kilos de piles à l'étranger. Il fallait les ramener ensuite, parce qu'on n'allait pas les laisser sur place. Il y avait des problèmes de fréquence. On n'était pas dans la même. Il fallait le bon boîtier qui avait la bonne fréquence par rapport à la zone où on se trouvait, ou alors sinon on captait la TNT locale, ou alors les communications de l'armée. Ça m'est arrivé, sans déconner, ça m'est arrivé d'entendre la télévision dans mes HF. Voilà. Excellent. Ouais. Et donc, il y a quelques années, je suis passé sur un système de chez Sennheiser, toujours, qui s'appelle AVX. Ouais. Donc, c'est sur la bande des 2,4 GHz. C'est moins bien que de l'UEHF, je sais pas quoi, machin. Franchement, ça se branche direct sur la prise XLR, le récepteur. Les émetteurs sont sur batterie, donc en fait, on achète des batteries qu'on recharge sur un port USB. On a ça au fond du sac. Là, je suis en train de tester tous les petits nouveaux, là, les Rode Wireless Pro. Mais ça, tout ça, c'est pour les voix, pour l'ambiance, tu fais comment? Pour l'ambiance, j'ai des microcams que je mets sur la caméra, mais des bons microcams. Je suis parti sur des Neumann KM184, qui sont des micros courts. Oui, c'est belle qualité ça. Mais c'est que du XLR du coup à chaque fois, hein. Ouais, c'est que du XLR à chaque fois. Mais justement, ce que je disais, c'est que je teste là les nouveaux boîtiers, là, les Rode Wireless, machin et tout. Je pense que quand ça enregistre de la bonne qualité. Mais là, pour les premiers tests que j'ai vus, par contre, ce qui est transmis sur la caméra, c'est pas encore ça. Le signal est vraiment pas bon. Donc là, j'ai essayé le Rode sur un tournage, c'était vraiment pas bon. Je vais tester là le Sennheiser Profil, là, le dernier, pour voir ce que ça donne. Donc faire attention si on utilise des micros comme ça, de savoir est-ce qu'on enregistre dans le boîtier, est-ce qu'on transmet le truc. Et après, sur les prises d'ambiance, en vrai, si on se dit la vérité, en vrai. Le micro intégré suffit à Non, c'est pas ça que j'allais dire. Non, en gros, avant, on avait des Fostex, des Tascam, on faisait des prises de son, on avait des ingé-sons, Un ils perchiste. étaient là, Ouais, un non, ça, perchiste. c'était le monde d'avant, ça. Voilà, ça c'était le monde d'avant. Donc maintenant, on travaille, voilà. Et puis un perchiste qui était là à qui on disait non, mais tu peux remonter Ouais. ta perche, là, on la On voit. voit ton micro. Ou qui te niquait une séquence parce que en gros, il t'expliquait qu'on entendait un peu, ça frottait le truc. Ouais, Et t'étais là, ouais. Au bout d'un moment, on s'en fout. Tu sais qu'on va tourner, parce que là, le temps avance. Mais j'ai rien contre les ingé-sons, j'ai beaucoup d'amis ingé-sons. Mais non, mais du coup, aujourd'hui, il y a aussi un truc qui s'appelle le montage son, qui fait qu'en fait, que si je tourne dans les vignes, si je veux un beau bruit de vent, je vais rajouter un beau bruit de vent. Voilà, si je veux les Tout du cigales, je faux, vais quoi. rajouter. Ouais. Pas du faux, mais juste aller voir des vraies prises, quoi, des D'ailleurs, c'est vrais un boulot, ingé-sons, les bibliothèques de des son. vrais Bien sûr, hein. Marc Namblard, on le salue. monteur son, c'est un vrai boulot. Les bibliothèques, c'est des ingé-sons, ils sont vraiment fait chier avec du vrai matos pour aller faire des vraies prises à des endroits où peut-être c'est pas exactement cet endroit-là, à cette heure-là de la journée, mais finalement, quand le montage, on triche aussi, on utilise la lumière, on raconte des histoires, quand même. Ah, complètement. Toi, Fabien, tu utilises quoi? Des DJI, on en parlait tout à l'heure, ils font des petits micros aussi, pour faire un peu du run and gun plus facile. Bah écoute, moi j'ai du DJI et les DJI mic. Pour mon usage, en vrai, c'est quand même assez pratique. Pour du run and gun, on branche le micro, on branche la cam. C'est sûr que sur ce type de reportage, c'est pas forcément ce qu'on peut préconiser. Ouais, à cause du Mais- vent peut-être ou... Alors ça, et aussi la qualité de signal, on en parlait tout à l'heure. Après, Ouais. ça peut se prêter à certains types de contenus. Moi, je sais que je fais pas mal de contenu dédié au réseau. Et typiquement, ça nous suffit pour... De toute façon, les réseaux vont compresser la vidéo et le son. Donc en soi, le son est très bien tel quel sur le boîtier, quoi. Bon. On va clore cette cette belle introduction dédiée au matos. Mais Ouais, il y a J'ai oublié un que- truc. Ouais, j'ai oublié un truc sur le son. le 32 bits, Non, l'euro du son, non, la capsule. on t'écoute. Donc, la capsule, c'est comme l'objectif pour la caméra. On peut avoir un super système audio si on a une capsule à 50 balles.
on aura un son à 50 balles. Voilà. Donc la capsule est presque plus importante que le système de transmission. Donc effectivement, il faut que le système de transmission dégrade pas le signal. Mais par contre, sur les capsules, faut acheter Zéro compromis. du Sanken, voilà, ça pique, c'est 400 balles la capsule, mais c'est des bonnes capsules, ça marche toujours. Il peut pleuvoir, ça marche toujours. Il peut y avoir du vent, ça marche toujours. Ou chez DBA ou des trucs voilà, qui valent de l'argent, mais du coup, c'est le micro quand même, c'est la première chose avant le système de transmission. So be it. Maintenant qu'on est équipé, on va parler des différentes techniques de cadrage que l'on peut mettre en œuvre sur le terrain. Et on va commencer par le cadrage à main levée. Nikos, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu cadres à main levée? Pourquoi, dans certains cas, tu cadres à main levée? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique de cadrage? Moi, je cadre à je sais pas, 95% à main levée. Je mets vraiment très rarement la caméra sur un pied. Ce qui veut dire que j'ai un peu mal partout, hein, de manière générale. Pour moi, si je peux donner un conseil, en fait, il y en a plusieurs, mais peut-être le premier, c'est d'utiliser un Electronic Viewfinder, un IVF, un viseur. Je sais que ça fait très très vieux, plus personne n'utilise ça. On n'en met plus sur les caméras, c'est mon grand regret. On en met sur les appareils photo, par contre. Ouais, mais par contre, il faut vouloir coller la moitié de son visage contre son boîtier pour regarder dans un tout petit trou. C'est le choc des technologies. Pour voir quelque chose. Mais oui, il y en a Toi, effectivement. tu parles de ceux qu'on va greffer sur l'écran arrière, par exemple? Alors, non, Un Zacuto à l'ancienne, là? Ouais, non, un vrai IVF, quoi. Hmm. Comme il y en a plus, comme il y en a sur des caméras à d'épaule, comme il y en a. Alors effectivement, il y a eu tout le truc des loupes, même chez Sony, là, il y a des espèces de loupes, trucs qui tiennent pas en plastoc et tout, qui se mettent sur des écrans qui sont déjà de piètre qualité. Mais non, mais il y a des vrais IVF chez Canon, pas sur les dernières, mais sur celles d'avant, on peut acheter un vrai IVF. Sur toute la gamme d'avant, il y avait des IVF. Que ça soit, on peut acheter des. Donc tu es à l'épaule, en fait, quand Non, tu non, utilises un truc comme ça. je suis pas à l'épaule. En fait, l'IVF, il est derrière. En fait, j'ai 3 points de contact avec ma caméra. Je tiens Ouais. la poignée, j'ai la main sous la caméra et je pointe avec. J'ai mes bras qui sont rapprochés vers moi et j'ai mon œil collé à ce viseur-là. Et donc, j'ai la caméra qui fait corps, en fait, avec le haut de mon corps. Et donc, ma tête, le prolongement de mon regard, c'est ma caméra et mon objectif. Et en fait, c'est tout le haut de mon corps qui bouge, c'est mes hanches qui font des mouvements, c'est moi qui stabilise et qui tient les choses en serrant les bras près de mon corps. Et c'est comme ça que je filme la plupart du temps. Vis-à-vis du point de vue, quand on travaille à main levée, quand on est dans une logique de reportage, on est sur quelque chose un peu de narratif, d'autant plus sur le cas figure qu'on a évoqué en début d'émission. À main levée, il y a quand même des mouvements qu'on peut difficilement faire avec une, entre guillemets, fluidité parfaite. Point de vue un peu toujours le même, tu fais toujours la même taille, tu montes pas sur un escabeau quand tu shootes. Comment du coup tu arrives à sortir un peu finalement de ce point de vue à hauteur Dieu debout? Effectivement, quand on est à main levée, on est un être humain parmi les êtres humains, donc on est à hauteur d'homme. Justement, en tranchant avec des choses qui n'ont rien à voir, en tranchant avec des plans de drone, tranchant avec une très longue focale, en tranchant avec des plans d'illustre, avec des contre-champs, en tranchant avec toutes ces choses-là. Même des les jeux- plans d'illus, tu les fais pas sur pied? Ou par exemple un panneau à l'ancienne? Les Non, je fais panneaux, pas de maintenant, panneaux. tu peux les. Non, je Tu fais fais pas pas. de panneaux. Tu Je fais fais pas de pas ces panneaux, c'est trucs-là. interdit les Ah. panneaux, c'est comme les fondus, c'est interdit. Moi, j'ai 3 questions sur les trépieds vidéo qui viennent après. Non, mais justement, J'ai plein de trucs qui se décochent Non, sur mais- ma liste de formation. Non, mais par contre, tu vois, tu disais, il y a des choses qu'on peut pas faire qui sont difficiles à faire à main levée. Ouais. Un panneau, si tu veux faire un beau panneau sur un trépied, il faut mettre l'argent dans le trépied, hein. Ah oui. Non, j'ai pas dit le Parce que, contraire. non, mais ce bien que je veux sûr. dire, c'est que Il faut le c'est pas, porter. c'est pas non plus parce qu'on a un trépied qu'on va faire des beaux mouvements. Il faut un Tout à fait. très beau trépied qui est lourd, qui est bien fluide, sinon ça va pas non plus être dingue. Et aujourd'hui, il y a quand même un truc qui existe qui s'appelle la stabilisation dans les logiciels de montage et qui marque. Mais sur les caméras aussi, du coup. Oui, alors sur les objectifs, ça peut Mhm. aider un peu, mais la stab qu'on peut mettre en post-prod Mhm. est folle. C'est-à-dire que moi, je peux être au 300 mm à main levée.
bon, en m'appuyant sur un truc et tout, faire un plan voilà, où il n'y a pas de premier plan, où il n'y a pas d'effet de parallaxe. Ouais. Derrière, je mets un coup de stab, c'est comme si j'étais au pied. Hein. Ah, carrément. Ah bah, il y a aujourd'hui des trucs qui sont quand même assez cool. Donc oui, oui, il y a des outils derrière qui permettent justement, voilà. Mais pour moi, pour répondre à la question, l'idée c'est en fait, on est à main levée, on est ici et maintenant à hauteur d'homme, en train de raconter l'histoire au milieu des gens. On s'intéresse à des regards, on les regarde avec notre regard, notre hauteur, comme tu disais. Voilà. Et puis après, c'est rajouter tous ces éléments-là aussi narrativement. Ça veut dire aussi décrocher d'une situation, passer par un plan de drone, passer par un plan de Ronin, mettre ces gens qui sont en train de parler, en train de faire autre chose au ralenti, d'utiliser d'autres formes narratives, introduire une forme de poésie justement pour casser le côté peut-être chant contre chant. Ça fait 1 heure qu'on est là à expliquer un truc au bord d'une grappe de raisin, en train de le couper, de la humer et de la goûter, quoi. Hmm. Bon, pour ceux qui ont quand même envie d'utiliser un trépied, hein, pour faire certains plans, euh, c'est pas tout à fait les mêmes pieds qu'on utilise en photo et en vidéo. Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différences fondamentales qu'il y a finalement entre ces deux familles de pieds? Bah, si vous venez dans un des magasins, vous allez vite le voir. Déjà, c'est la taille et le poids. Mhm. Forcément, en photo, on recherche la compacité. En vidéo, on veut quelque chose qui soit solide, qui tienne dans le temps, qui soit bien stable. Et aussi, on va greffer une tête fluide dessus pour potentiellement faire du panneau, même si c'est interdit. Je pense que ça va être les grosses différences. Et après, forcément, le budget. C'est des outils qui se veulent souvent dédiés aux professionnels, donc on va monter dans l'enveloppe. Hélas, mais je pense qu'on est déjà pas mal sur les différences. C'est Schlatter? Zachler. Zachler, ouais. La marque un peu ultra Ça a été une référence, je sais pas si c'est toujours le cas. Manfrotto fait des pieds pas vilains non plus, mais Zachler, effectivement, au milieu de la vidéo, c'est quand même C'est quand même mieux, ouais. mal du tout. Mm. Mais il faut le porter. Puis c'est des rotules spéciales hein, qui sont que sur 2 axes. Rotule les jambes machin. aussi, qui sont reliées au bas, etc. Ouais, alors ça, j'ai jamais vraiment compris Puis quel c'est était vrai que- l'intérêt de les relier au bas, les jambes. Mais C'est pour Non, la stabilité, non L'entretoise, c'est ça ouais, c'est Ouais, ça. alors en bas, c'est vraiment, faut être sur du parquet en studio. Ouais, hein. c'est ça, quoi. Pour la stabilité, ça peut être pas mal. Il y a l'entretoise, les mid spreaders, ça s'appelle, c'est-à-dire quand c'est Au milieu. c'est au milieu. Ouais. Et après, il y en a qu'on n'ont pas ou qu'on peut enlever. Moi, ce que j'ai un Sachler Flowtech là, en full carbone, machin et tout, qu'on n'a pas du tout. Et ce qui est hyper bien, c'est qu'il peut s'ouvrir complètement, donc il peut se mettre oui, au ras du complètement sol. au niveau au ras du sol. Le mec a un trépied à 5000 boules, mais il l'utilise jamais. Non, on C'est ça l'utilise. Je le prends sur tous les tournages. J'ai pas de panneau avec, deux- c'est pas pareil. J'ai deux trépieds que j'utilise tout le temps, que je ramène tout le temps sur les tournages. Donc, il y a un Sachler comme ça, donc, qui est hyper pratique, parce que les Flowtech, là, on soulève les molettes en haut et on peut le monter et descendre Mhm. avec une seule molette. Et j'ai un petit Benro, je sais pas, tortoise, machin, je sais pas quoi, qui est carbone, qui est les trucs chiants, là, qu'il faut visser, dévisser et faire sortir les trucs, mais qui est pratique sur une interview, posé rapidement 2 caméras, qui rentre dans le même sac que le Sachler, qui prend pas énormément plus de place. Mais le trépied, ouais, c'est important, je pense, pour tout ce qui va être, c'est bête de le dire, mais tout ce qui est longue focale, tout ce qui est aller chercher de l'illustre pour pouvoir à un moment donné se poser. Ce qui est intéressant avec le trépied, c'est pas tellement l'outil, mais ce que ça induit. C'est-à-dire, on se pose. On se pose et on regarde à 360 autour de nous. On regarde un peu plus haut que le niveau des yeux, on regarde un peu plus loin, on sort une longue focale et on regarde le monde différemment. Donc c'est pour ça, en fait, quand je faisais la blague de c'est interdit de faire les panneaux, ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour les mouvements, le trépied. Mhm. C'est pour le point de vue et l'endroit où ça nous place et la manière dont ça nous fait regarder les choses. En fait, que je trouve ça intéressant et c'est pour ça que j'en ai toujours dans mes tournages. Quand on part comme ça sur un projet de reportage, au moment du tournage, qui est généralement une durée délimitée, et on n'a souvent pas assez de temps pour faire ce qu'on aimerait faire, l'exercice, en quelque sorte, c'est finalement réussir à filmer, à capter toute la matière nécessaire pour pouvoir après aller au montage. Et c'est pas forcément, quand on démarre, on n'a pas forcément l'expérience de se rendre compte des différentes typologies de plans de coupe, de savoir poser un espace-temps, de toutes ces choses-là. Est-ce que tu pourrais essayer de lister les types de plans un peu incontournables du code du reportage comme ça, là, un peu
situationnels auxquels il faut penser, même si on ne les exploite pas tous en post-prod, mais c'est quand même mieux de les avoir au cas où. Ok, je vais essayer. C'est pas facile. Tu as comme 3 exercice. minutes, hein, évidemment. Ouais, voilà, exactement. Et tu n'as droit qu'à 42 plans. Non, ce qu'on appelait un Dallas, un plan de situation où on est devant un bâtiment, on est dans une région, on est dans un territoire, un plan qui pose, quel qu'il soit, que ça soit sur pied, que ça soit un panneau qui descend du ciel et qui arrive sur l'endroit où on est, que ça soit un plan de drone, voilà, un plan qui nous situe, en fait, où on est, dans quelle région, dans quel endroit du monde on se trouve. Tous les plans d'illustration qu'on peut, tout du détail, du petit, du vent qui vient sur une feuille, un détail de grains de raisin, puisqu'on est de grains de raisin, de grappes de raisin, puisqu'on est là-dessus, des pieds qui marchent au sol, un geste, une coupe, Des choses qu'on va pouvoir glisser un peu un dans le flair, montage, quoi. voilà. Tout ça, tu l'anticipes ou tu le fais Alors, quand tu peux, quand ça te vient non, en vrai, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, justement, c'est son premier reportage. De un, il rencontre son monteur. Et il parle avec son monteur avant. Ok. Parce que son monteur va lui dire tu me fais bien ci, tu me fais bien ça, j'ai besoin de ça, comment tu vois ta séquence, comment tu vois ton truc. Et en fait, de cette discussion va naître plein d'idées de mise en scène, plein d'idées de plans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. C'est bête, mais c'est juste de parler au monteur avant, parce que c'est lui qui va le monter. Et il a peut-être un tout petit peu plus d'expérience sur ces choses-là, et donc va pouvoir le guider. La deuxième chose, c'est d'avoir une shortlist. C'est-à-dire de se dire comment j'ai envie de raconter mon histoire. Et comment je racontais son histoire, ça passe par l'écrit, quoi. C'est-à-dire l'histoire, elle commence où? Je suis où? On fait quoi? On présente qui? Est-ce qu'on présente au début? Est-ce qu'on présente le lieu? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'imagine comme actions qui vont se passer? Et donc, à partir de là, dérouler le film dans sa tête, en fait, commencer à se l'imaginer, à se monter, à avoir des Tu plans. passes par du storyboard ou pas forcément? Pas par du storyboard, mais oui, par un script, un scénar. Enfin, quand on fait du doc, en tout cas, on écrit les choses, puisque pour les vendre, il faut les écrire. Donc, une fois qu'on les a écrits pour les vendre, ça nous sert aussi un peu pour le tournage. Et pas toujours, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, on voit l'histoire qu'on a en tête. Cette histoire qu'on a en tête, ensuite, on va essayer de la découper. Moi, je me fais une shortlist, je fais une note sur mon téléphone, et j'ai une shortlist de tous les aspects que je dois aborder, autant éditoriaux qu'après hyper techniques de trucs. Et après, je suis confronté à la réalité. Et la réalité, c'est pas comme ce qu'on a prévu. Mais le fait d'avoir un plan, ça permet de l'adapter. Et ça permet des fois, des trucs qu'on a oubliés, se dire ah oui, ça c'était bien. Ou alors ah, cette idée-là, en fait, je voulais le faire comme ça, mais en fait, c'est pas ça la réalité. Mais en fait, cette idée-là, je peux peut-être la raconter différemment. Voilà. Et après, oui, de se dire, en vrai, de se dire qu'on va avoir besoin. Alors, il faut suivre l'action. Il y a des choses, on suit l'action, on suit des choses qui se passent. Voilà. Mais surtout, pas avoir peur de l'ellipse. Souvent, quand on commence, on a envie de rien manquer, comme si on pensait que c'est parce qu'on allait manquer un petit bout de l'action, un petit bout des choses qui allaient se dire, qui allaient se faire, qu'on allait rater l'histoire. En fait, c'est pas là que les choses se jouent. On peut faire l'impasse sur certains trucs, on peut ellipser. Mais ça, c'est avec l'expérience un peu. Ou le dialogue, comme tu dis. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au monteur. Il y a aussi le fait que parfois on monte soi-même. Tu parlais tout à l'heure de tout ce qu'on fait de plus en plus les uns les autres. Le risque, c'est de s'alourdir la tâche en multipliant les plans, ça ne sait pas trop quoi faire. À la fin, on ne sait plus trop quoi exploiter. Oui, si on fait des plans sans savoir pourquoi on les fait, oui, c'est un peu compliqué. Par contre, si on sait pourquoi on fait autant de plans, c'est cool d'être riche en post-production et en montage. Il faut mieux être en avance sur l'action d'après qu'être perpétuellement en retard sur les choses qui se passent. C'est-à-dire que des fois aussi, quand on filme et quand on filme à la main levée, quand on suit quelqu'un et quand quelqu'un nous raconte un truc, faut pas hésiter des fois à prendre les devants, à dire, c'est-à-dire en gros à se dire bon bah voilà, il est en train de faire un truc, mais c'est un peu bordel, c'est un peu chaotique, les conditions sont pas bonnes, la lumière est pas machin et tout. C'est pas grave. D'aller vers la lumière, d'aller vers ce qui marche, d'aller vers ce qui est fluide, de pas avoir peur de pas avoir tout le truc, puisque le montage, c'est choisir les meilleurs moments. Donc, peut-être aussi choisir les meilleurs moments au tournage. Ça marche. Alors, parmi les séquences imposées de notre projet, il y a des portraits de travailleurs qui livrent un témoignage sous la forme d'une interview. Ces séquences sont évidemment un petit peu à part et nécessitent un setup particulier. On vous propose d'écouter le témoignage de la vidéaste Julia Swell, qui nous parle des configurations efficaces qu'elle utilise, elle, quand elle a besoin de mettre en place des interviews vidéo.
Ça dépend pas mal de la demande finale, c'est-à-dire, est-ce qu'on tourne un micro-trottoir? Est-ce qu'on tourne au contraire une interview? On a un rendez-vous avec quelqu'un, on sait qu'on doit, mettre, l'interview en place assez vite, mais l'interview peut durer longtemps. Donc tout ça, c'est des petites choses à prendre en compte. Moi, ça m'arrive très souvent de filmer des interviews à 2 personnes et 2 caméras, voire 3 toute seule. Mais alors là, faut vraiment connaître, sur le bout des doigts son matériel. Parce qu'en fait, filmer une interview à 2 personnes avec les outils qu'on a aujourd'hui, seul, c'est possible. Il y a une petite part de risque, hein, faut pas l'oublier et il faut absolument l'expliquer aux clients. C'est-à-dire que s'ils ont le budget, une interview à 2 personnes, dans l'idéal, on est 2 si possible. C'est-à-dire qu'on va mettre une caméra qui va filmer les 2 personnes à la fois, donc un large et puis, le champ contre champ. Donc il faudrait qu'il y ait, un opérateur par caméra, latérale. Sinon, 2 caméras, il y en a une qui passe de l'une à l'autre au fur et à mesure qu'elle parle, que je vais manœuvrer et une caméra qui restera sur les 2. Moi, mon setup d'interview le plus compact et versatile possible, c'est un monopode. J'adore les monopodes. Hem, Par exemple, pour faire un micro-trottoir, ça peut être super utile quand on n'a pas beaucoup de place, quand on ne veut pas poser un trépied dans la rue. Par exemple, on sait que tourner avec un trépied dans la rue, généralement, c'est pas autorisé. On peut se faire embêter par la police parce qu'il faut une demande d'autorisation, préalable. Donc un micro-trottoir, mettons, moi je le montrais avec un monopode, une caméra, bien sûr, un objectif soit zoom, mais j'aime pas ça, soit focale fixe, à la limite en avoir une deuxième e à la ceinture, pour pouvoir, proposer, 2 types de cadrage différents. La majeure partie du temps, les clients, ils s'en fichent, de recevoir des vidéos en 4K, ça leur sert à rien vu que les vidéos vont être regardées, la majeure partie du temps sur un téléphone. Donc en fait, nous, ce qu'on fait opérateur quand on est seul et qu'on n'a qu'une caméra, c'est qu'en fait, on va tourner en 4K et on va se servir de cette résolution pour pouvoir recadrer x2 et donc de dynamiser un montage et bien souvent d'aller camoufler les A, les hésitations des gens en faisant un montage un peu cut et en passant du coup d'un recadrage à un autre. Donc ça change pas forcément les valeurs de plan, c'est-à-dire qu'on va pas avoir, tout d'un coup une image face, sujet qui va passer, sur le latéral évidemment, ça ce serait magique. Mais, le recadrage x2 donne l'impression, en tout cas aux clients, qu'on a 2 caméras et ça dynamise un maximum le montage. Puis ensuite, évidemment, éclairer une interview, ça, si on a du temps et le budget ou si on possède un peu d'éclairage, c'est indispensable. Mmh. Fabien, tu fais souvent des interviews? Ça peut m'arriver, oui, Quel genre de setup tu mets en place, toi? Nous, on a un setup un peu propriétaire, un peu à nous dans notre salon Leica à Bordeaux, pour montrer la pièce en enfilade. Mais récemment, on a fait à Paris aussi, où là, on s'est un peu fait plaisir. On a pris 2-3 lights, on a fait un vrai setup comme si on était dans un studio, mais le studio visible derrière les personnes. Et voilà, une key light, un kick derrière, rien de bien compliqué en soi. Je pense que avec une ou 2 lights, on peut faire un setup très sympa. En intérieur, bien sûr. Nico, je suis sûr que tu as des anecdotes de foirage d'interviews en tournage. Est-ce que tu peux nous en confesser quelques-unes? De foirage d'interview, Je suis je sûr. cherche. Des choses à pas faire, Technique, quoi. tu vois, ou des pièges à éviter, ou des trucs comme Ouais, ça. de choses à pas faire, pas avoir de casque quand tu fais une interview. C'est une chose à pas faire. De se dire, ouais, ça module. C'est bon, ça module. Non, si on surveille les niveaux, on se dit, ouais, le vumètre, il a Ouais, vu ça ça, va, c'est ça cool. module et tout, c'est bien et Moi, tout. je fais tout à l'œil, hein, les podcasts. Hein. J'ai mes petits potards, là. Tant que ça va pas dans le rouge écarlate, tout va bien. Hein. Non, mais effectivement, c'est d'autant plus vrai sur l'interview, mais le son est tellement important. C'est-à-dire qu'on peut couvrir tout sur une interview. On peut couvrir une catastrophe, on peut faire un super beau setup. Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est parce que moi, les interviews, elles sont très souvent en décor naturel. Donc, le setup, il est super beau, c'est cool, il y a un petit rayon de lumière, tout va bien. 1 heure après, c'est un carnage. 1 heure après, l'autre, il a la lumière en plein dans la gueule, ça lui fait des grosses ombres portées. C'est affreux. Voilà, on rediaffe, mais c'est quand même pas beau, quoi. Et donc, on sait que toute cette partie-là de l'interview, elle peut être très longue. On va la couvrir. On va mettre des îlots. De toute façon, moi, l'interview, j'aime bien qu'on la voit à quelques moments, mais je trouve ça plus sympa quand c'est couvert, quoi. Enfin, quand c'est mélangé avec des images de quelqu'un qui fait autre chose. Mais c'est pour ça que le son est tellement important. Parce que c'est ça la trame de l'interview, finalement. C'est le son de la voix, c'est l'histoire qui est racontée. Et après, à l'image, voilà, on peut toujours couvrir, ouais.
Toujours dans les techniques de cadrage, on peut aussi évoquer l'exercice tout particulier du vlog, pour lequel une seule personne s'occupe absolument de tout. Le cadrage, la réalisation et surtout l'incarnation. Ce format très populaire sur YouTube et les réseaux sociaux, avec les Reels, Shorts et autres stories vidéo, nécessite finalement un matériel un peu spécifique. Et on vous propose d'écouter le vidéaste Charles Schill nous délivrer quelques conseils. Pour prendre le matériel adéquat pour faire du vlog, ça va dépendre de plusieurs écoles, mais déjà, je pense qu'il faut du matériel qui est pas trop lourd, premièrement, parce que, bah, évidemment, tu vas le porter à bout de bras et au bout de 1 minute, bah, si c'est un boîtier, vraiment avec un gros objectif et cetera, tu peux commencer à le sentir et ça va te forcer à changer de bras, ça va te forcer à te couper, enfin bref, ça peut être, un petit peu contraignant. Donc déjà quelque chose d'assez portable et léger et aussi évidemment, plus c'est, portable, léger en général, plus c'est petit et on va dire plus c'est facile quand tu as pas l'habitude, à utiliser, tout seul, surtout si tu es en public parce que c'est plus discret, donc tu attires moins les regards, donc tu te sens plus à l'aise. Deuxième chose, il va falloir déjà une focale qui est assez large, peu importe, voilà la taille du capteur de ton boîtier, en tout cas au niveau du rendu, il faut que ce soit assez large, en équivalent plein format, je dirais 24 millimètres ou moins. Ça, c'est vraiment important parce que, bah, sinon tu vas avoir, même en étant à bout de bras, ta tête qui va remplir un peu trop l'espace, tu vas pas avoir de marge, tu peux pas trop montrer ton environnement. Bref, c'est pas idéal. Donc le mieux même, c'est carrément un 16 millimètres. C'est par exemple, c'est vraiment, vraiment parfait. Ça peut même te permettre de cropper un petit peu en post-prod, de faire des petits zooms et cetera, des petits effets qui sont quand même mine de rien assez, habituel dans ce genre de format aussi. Tu peux aussi évidemment, bah, enfin, c'est même vraiment très conseillé de prendre une caméra qui a un écran qui se retourne vers toi, ce qui fait que, bah, tu peux voir ce que tu cadres. Parce que sinon ça peut amener à quelques déconvenues, surtout si tu as une focale qui est, bah, pas trop, trop large, qui est un peu limite. L'écran, c'est vraiment indispensable. J'ai déjà vlogué par le passé avec des caméras qui à l'époque, bah, étaient pas toutes, notamment je pense à un Nikon Z6 qui n'était pas avec un écran orientable, en tout cas qui se retourne et du coup c'était vraiment, vraiment la cata. Donc hyper important et aussi, une bonne stabilisation quand même, c'est vraiment important, que ce soit au niveau de l'objectif ou du capteur ou encore mieux des 2. Mais en tout cas voilà, d'avoir vraiment une caméra qui stabilise bien l'image au maximum, sans avoir un effet, on appelle souvent ça du wobble, c'est un peu dans les coins quand c'est large. Voilà, ça va faire un peu d'effet de distorsion un peu bizarre, où on sent que la caméra essaie de stabiliser, mais elle n'y arrive pas. Donc voilà, c'est important d'avoir une stabilisation qui est correcte. Après évidemment, si on parle d'accessoires, ben, par exemple un micro canon, c'est déjà super bien pour, bah, puisque tu vas le diriger vers toi en parlant vers la caméra, le son va déjà être vraiment, vraiment pas mal et c'est idéal ou encore mieux, bah, évidemment un petit micro cravate, pourquoi pas. En toute honnêteté, le genre d'accessoires comme voilà les poignets, et cetera, c'est un peu gadget. En tout cas, moi je considère que tout ce qui est un peu relié à l'électronique avec le rec, déporté, je trouve ça après c'est mon avis, mais que c'est voilà, un peu pas inutile, mais en tout cas, le gadget est le bon mot. Je trouve par contre qu'avoir un petit pied, typiquement, il y a le Menti Spot de PG Whitech, il me semble, ou des petits pieds un peu polyvalents. Ça permet d'avoir une bonne prise en main sur le boîtier, par exemple. C'est assez cool. Ça permet de reculer un peu, par exemple, si on a une focale qui est pas assez large, ça permet de gagner quelques centimètres et de reculer et d'avoir un petit champ un peu plus large et aussi, bah, de poser la caméra à différents endroits pour, bah, pouvoir, parler à la caméra quand elle est posée, je sais pas, sur, un banc, au sol, voilà, ça permet de faire des petits plans un peu plus variés. Bon, tout ça paraît évident dit comme ça, mais il faut quand même y réfléchir et y penser. Fabien, il y a les constructeurs, il y a des constructeurs, pas tous, qui développent des gammes entièrement dédiées à cet exercice du vlog. On connaît la gamme ZV de chez Sony depuis un moment maintenant. Depuis hier, il y a Canon qui s'y met aussi. Du coup, voilà, c'est qui les utilisateurs de ce genre de produit? Typiquement, les utilisateurs de ce genre de produit, ça pourrait être des gens qui créent déjà du contenu, mais plutôt avec leur smartphone. En soi, on a des outils quand même assez puissants tous dans nos poches à l'heure actuelle. Mais il y a toujours quelque chose de plus à avoir. On peut avoir une profondeur de champ plus fine, des effets de bokeh un peu plus jolis, une meilleure qualité en basse lumière. Et ce genre de produit va vraiment se destiner à ces gens-là qui veulent monter la qualité de leur création de contenu. Et le produit vlog ultime, selon toi, actuellement sur le marché, ça serait quoi? Je pense qu'il faut réfléchir par taille de capteur parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont rentrés sur ce marché-là.
Canon récemment, Sony avec un peu d'avance. Je pourrais pas donner 2 produits parfaits pour l'instant. Moi, j'aurais tendance à parler du DJI Osmo Pocket pour l'avoir testé. Je sais pas si vous le connaissez, ce truc-là. C'est Ah, c'est vachement bien. absolument barjo La stab est incroyable. comme terme, comme produit. C'est une Mm. petite poignée, l'écran, il se retourne. Enfin, c'est magique, 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 Puis magique, chaque ce génération, truc-là. ça progresse. C'est Ouais. formidable. Complètement dingue. Moi, j'attends le moment où ça sortira, il y aura un capteur APS-C dedans, un truc. Mais comme l'Osmo, Bah oui. mais en fait, Ouais. là, il y avait l'Osmo, le premier Osmo là, qu'on tenait, qu'on utilisait un peu en Ouais. tournage avec une tête X3, là, que c'était un capteur micro Bah, 4 c'était tiers, un je crois. pouce, non? Ah, Ouais, micro 4 tiers, tu as raison. micro 4 tiers, Ouais, ouais. ouais. Ouais, donc moi, j'attends justement ils vont sortir ou la tête qu'on a sur les drones, mais à la mano. Ouais. Mm. Ou sinon, je pensais en écoutant le témoignage, une caméra 360. Ah, Ah les oui. Insta. Ou la Theta. Bah ouais, la tête assez gros, mais une Insta X4. Ouais. En vrai, aujourd'hui, moi, je ferais du vlog, je me prendrais même pas la tête avec T'as des déjà fait du objectifs. vlog un peu? Non, T'es déjà un jamais. peu Mais exercé à ça? si aujourd'hui je faisais un truc, j'aurais surtout pas envie de me prendre la tête avec le cadre, avec des objectifs, Oui, mais le des son machins, des avec trucs. un Bah, Insta Avec 360. l'Osmo Pocket là, de DJI, le son, c'est pas un souci. Hein. Oui, Tu oui, parce qu'on synchronises ça tout, Non, avec synchronise DJI, tout, oui, ouais. mais l'Insta 360 dont tu Bah, parles. je me prends un petit tentacle, un truc qui enregistre, un petit clap et c'est parti. Hein. Après, Au moins, tu prends pas la tête sur le tournage, mais par contre, en post-prod, tu vas avoir besoin de plus d'outils, tu vas avoir plus de temps de réflexion sur ton Tu dois cadrage, quoi. synchroniser. Tu vas le voir dans le champ. C'est du 360, tu vas voir l'outil. Je Enfin, crois qu'ils les effacent maintenant dans le champ. Ah ouais? non, Ouais. non, de toute façon, tu l'as pas en 360. C'est soit toi, soit devant, soit à côté, soit tu Mm. recadres. La stable, elle est folle. Tu peux recadrer quand même. Je pense que tu as l'équivalent de plusieurs focales. En tout, bon, c'est ça, Ouais, ouais. la vie perso. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans cette discussion, beaucoup de conseils. Merci infiniment, Nikos et Fabien, d'avoir partagé toutes ces informations avec nos auditeurs. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Nikos Argilet et Fabien Van Huffel de Panajou pour cette grande discussion autour des techniques de tournage vidéo en reportage. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Nikos, Fabien, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, et je Merde. ne peux qu'encourager nos auditeurs à aller écouter le grand débat qui regroupera l'intégralité des informations. Mais on va quand même essayer de synthétiser. Nikos, pour commencer, première question. Comment choisir la bonne caméra pour un projet de reportage vidéo? En fonction de son budget, en fonction des sacrifices qu'on est prêt à faire avec l'ergonomie et en fonction de son habitude de travail, avec quoi on sera à l'aise de travailler. Ça peut être pour certains une vraie caméra cinéma numérique avec des filtres ND DXLR. Pour certains, ça peut être un boîtier photo hybride avec lequel ils ont déjà l'habitude de travailler. Donc c'est juste être à l'aise, se faciliter les choses parce que le tournage, ça peut être stressant et donc il faut être à l'aise avec son matériel. Et on a parlé pendant notre grande discussion des possibilités en matière de location pour du matériel qui peut faire rêver et qu'on ne peut pas forcément acquérir. Oui, tout à fait. On n'est pas obligé d'acheter son matériel. C'est bien de le louer. Ça se fait plus en vidéo peut-être qu'en photo. C'est peut-être Les une idée boîtes de reçue, prod mais- investissent quand même un peu dans des Les petites des boîtes. setups de base, quoi, entre guillemets, pour pouvoir être un peu agile, quoi. Pour une petite boîte de prod, oui, ça peut avoir du sens de ne pas changer de matériel et d'avoir son setup et de le rentabiliser comme ça sur ses productions. Après, les grosses boîtes de prod, non, achète pas parce que c'est différent pour chaque tournage. Ouais. Donc, ça n'aurait pas de sens. Chaque réalisateur a ses habitudes de travail, son matériel. Donc, il y a des accords cadres avec des loueurs qui font qu'on Ouais. va chercher son matos, mais c'est tellement différent entre un animalier, un film de société, quelque chose qui est tourné dans un endroit ou un autre du monde qu'on ne peut pas se permettre d'acheter ou d'investir. Mais si on est soi-même produit, si on se fait prêter du matériel par la boîte de production, c'est bien. On n'est pas obligé d'acheter. On peut aussi louer pour tester, pour savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas,
et ce qui convient peut-être le mieux à notre façon de travailler avant de pouvoir éventuellement investir, bien que ça soit pas hyper rentable pour un opérateur aujourd'hui d'investir dans son matériel. Hmm. Fabien, c'est quoi la particularité d'une caméra qui est conçue pour l'exercice du vlog? Il y en a plusieurs. Je pense déjà à l'écran qui se retourne. Churchill nous en a parlé un petit peu. C'est indispensable pour bien cadrer son sujet qui est en l'occurrence nous. Ça peut être aussi une bonne capsule d'emblée sur le boîtier. Ça évite d'acheter un micro canon en plus. C'est peut-être une bonne porte d'entrée dans le monde du vlogging. Parfait. Niveau optique, est-ce qu'on privilégie le zoom pour sa polyvalence ou une série de focales fixes, Nikos? Bah, le zoom, pour moi, ça reste quand même l'outil indispensable pour pouvoir travailler rapidement et bien pour pouvoir justement sur une scène donnée, à un moment donné, aller chercher un large, un moyen, un serré rapidement, surtout sur du reportage ou du documentaire où on est en prise avec la vie. Après, c'est bien d'avoir une ou deux focales fixes dans son sac parce que ça permet de varier les plaisirs. Ça permet d'être lumineux quand on est en situation de basse lumière. Ça permet de donner une caractéristique un peu plus artistique à certains lieux ou à donner un autre regard sur une scène. Toi, tu acquiesces, Fabien, tu es d'accord avec ça? Ouais, plutôt. Fabien, je reste avec toi. Pour ce qui est de l'enregistrement sonore, quel type de configuration on peut envisager sur l'exercice toujours du reportage vidéo? Si on inclut de l'interview, il va falloir dissocier les voix de l'ambiance. Bon, du coup, Nico, t'es pas très fan du HF, mais ça peut être une bonne solution et avec potentiellement un bon micro canon pour de l'ambiance. Ouais, Nikos, il a rappelé l'importance du casque aussi. Ah oui, en Si effet. j'ai- Et le du casque. monteur son et des banques de son Et de la pour capsule. les ambiances. Et Bon, de la capsule. Exactement. Écoutez. La capsule. Redis un tout petit mot sur la capsule, c'est important. Bah, en gros, la capsule, c'est un peu comme l'objectif d'une caméra ou d'un appareil photo. C'est-à-dire que c'est vraiment d'abord lui qui va capter le son. Et donc, la qualité de la capsule, c'est d'abord ça, la qualité, avant de se prendre la tête sur l'enregistrement, le 32 bits, le 24 bits, sur la qualité de la transmission HF entre un micro-cravate. Bah, c'est d'abord la capsule qui va donner la qualité, la tonalité, la profondeur et la richesse du son. Et bim. Comment on choisit son format d'enregistrement, Nikos? Est-ce qu'on met tous les curseurs à fond ou est-ce qu'on essaye de raison garder? C'est un équilibre à trouver en fonction de son projet, de la taille de ses fichiers, de la place que ça va occuper en post-production. Il y a des choses à ne pas faire, tourner en 8 bits au lieu du 10 bits, puisqu'on va perdre des centaines de millions de couleurs entre les deux. Tourner en 4.2.0, voilà. À partir de là, on peut tourner en Full HD si jamais on a envie ou si jamais vraiment son boîtier est adapté. Plutôt tourner en 4K et après se poser la question du all intra et du long op en fonction de la place qu'on a, de la longueur du tournage qu'on a. Voilà. Après, tourner en RAW, tourner en 8K, ces choses-là, pour du court-métrage, pour de la pub, ça peut être bien de se faire plaisir si on a envie, mais pour du reportage, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop, quoi. Juste un petit mot, on n'a pas parlé des cadences, parce que là, tu parles de 4K, mais on n'a pas du tout parlé de cadence. Ce serait quoi, à minima 50 images secondes, ou quand on peut 100 images secondes, ou toi tu vas en 25 même, comment tu... Ah bah, la vraie vie, c'est 25 images secondes. Donc, si Ouais, on mais si tu veux faire des ralentis, faut que tu aies un peu plus de matière, quoi. Ah bah, si tu veux faire des ralentis, tu changes ta caméra en slow and fast motion, je sais pas quoi, et tu tournes en En 50p. Vin Diesel mode mais, Fast and Furious. mais Ah non, mais tu- c'est intéressant, parce Et que... tu mets en 50, mais tu mets pas en 50p, tu mets en 25p, En 25, mais en ok. slow and fast ou quel que soit le mode et tout, Ok. pour que ça soit conformé dans la caméra, mais tu te dis que tu fais des plans ralentis. C'est-à-dire que tu vas pas tout tourner aux 50p en te disant tiens, je veux pouvoir ralentir des plans. C'est une démarche, c'est quelque chose de conscient. Je tourne la vraie vie à 25p, et si je veux un peu de slow motion à 50p, si je veux du gros slow motion à 100p, mais je change de cadence en faisant des plans qui sont dédiés, qui sont pensés pour le slow motion. On comprend l'importance pour toi des filtres ND dans la caméra, du coup. Ouais, les filtres ND dans la caméra, c'est juste deux pôles qui se croisent, c'est pas un filtre ND, hein. C'est deux pôles qui se croisent. Donc voilà, ça introduit un certain nombre de problématiques de color shift dans son image. Il faut pouvoir l'adapter sur tous ses optiques. Voilà, encore une fois, en reportage, en documentaire, il faut pouvoir se faciliter la vie, il faut être à l'aise.
Donc, si on a des filtres ND, on peut appuyer sur un bouton et monter comme ça en ND et filtrer jusqu'à 10 diaph. Chez Canon, ou si on peut chez Sony tourner une molette et avoir un niveau infini de variation sur ces filtres ND, puisque c'est un VND électronique à l'intérieur. Voilà. C'est quand même grandement se faciliter la vie, quoi. Fabien, mis à part la caméra, l'optique et le système de son, est-ce qu'il y a des accessoires à recommander un peu incontournables auxquels il faut penser quand on se lance dans le tournage d'un reportage vidéo? Bah, on en a abordé plusieurs, ça dépend des usages, encore une fois. On a parlé de trépieds, de bons trépieds vidéo, quelque chose d'assez stable, assez solide, assez robuste, assez fluide aussi au niveau de la tête. On peut aussi se poser la question d'un monopode si on n'aime pas trop le trépied. Et des EVF pour cadrer correctement. Les viseurs électroniques, pour ceux qui ne capteraient pas. Très bien important pour faire des panneaux, on l'aura bien compris. Grâce à Nikos. Nikos, tu nous as fait rêver pendant cette émission sur ton ode au cadrage à main levée. Est-ce que tu peux nous faire rêver là-dessus en 20 secondes? Filmer à main levée, c'est être dans la vie, c'est coller sa caméra sur son œil et regarder le monde en dansant avec lui. En fait, c'est la possibilité de bouger, de faire des tout petits mouvements, des mouvements naturels, de tourner autour de son sujet, de l'envelopper, d'avoir cette proximité avec le sujet, de filmer à hauteur d'homme les histoires qui se passent en face de nous. Je préfère ça que Run and Gun, hein, comme explication. C'est un peu plus sexy, si je peux me permettre. Ça donne envie. Non, mais on y est, quoi. Ouais. Pour terminer, chacun d'entre vous, allez, 2 conseils et 2 pièges à éviter. Fabien, pour commencer. Bah, j'aurais dit les cadences, du coup. Bien à choisir en fonction de son utilisation en montage. Sachant que si on commence à tourner en 100p ou en 50p, tout ce qu'on fait, ça va vite faire chauffer les cartes. Une deuxième erreur, bah, du coup, le casque. On y revient, le casque pour la prise son. Nikos? Conseil, si on peut parler à son monteur avant de partir en tournage, échanger Si on avec a le lui. luxe d'avoir un monteur. Hein, Si on a le luxe Et d'avoir de le un- connaître. Enfin, de Certes. savoir qui c'est. Parler à son producteur, parler à ses amis, parler à quelqu'un qui a déjà fait des tournages, parler à quelqu'un qui a de l'expérience, en fait. Poser des questions. On l'a fait avec toi un peu, quoi. Deuxième conseil, ouais, un casque, quoi. Ah, le casque. Hein. Mais c'est tellement important l'audio dans la prise Quel d'image. type de casque? HD25, Ok, Sennheiser. allez. On conclut là-dessus. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Nikos, Fabien, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Pendant ce week-end, nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement C'est possible. 30 secondes par question ou 30 30 secondes en secondes tout? par question. Ah, ça va. Avez-vous bien compris la consigne? Tout à C'est fait. clair. Première question pour toi, Nikos, qui nous vient de notre très cher Voodoo Child 46. Le storyboard est-il toujours un outil utilisé en production? Et si oui, est-ce qu'il existe des applications sur smartphone qui sont performantes? Alors en cinéma ou en publicité, oui. À la télévision, en reportage ou en documentaire, non. Et il existe sûrement des applications sur le téléphone. Il faut demander à ChatGPT qui pourra bien me répondre que moi. Ah non, 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 non. Non, ici, il n'y a pas de chat GPT qui tienne. Pas encore. Mais tu Pas me encore. disais, par contre, que tu prends des notes, toi, sur ton téléphone. Moi, je prends tout le temps des notes. Ouais, je fais des Ouais. shotlists, je prends des notes et j'essaye de tout m'imaginer comment ça va dérouler l'histoire et de l'écrire au préalable, même si tout peut changer en tournage. On a Lumix qui a développé une petite application qui va un peu dans ce sens-là, là, ce fameux Lumix Flow, qui permet du découpage et de la prise de notes pour le coup. Ok, deuxième question pour toi Fabien qui nous vient de Ludwig. Est-ce que le format 8K embarqué dans les hybrides est juste un argument marketing ou bien s'agit-il d'un réel atout pour les vidéastes?
Franchement, c'est très spécifique en termes d'usage. Ça peut aider dans certaines situations. Sur du packshot, on peut avoir la possibilité de faire un plan qu'on va découper en deux après. Mais la plupart des utilisateurs n'utilisent pas la 8K, quoi. Voilà, enfin, c'est une vitrine technologique pour moi. Mais est-ce qu'on va pas y venir? Peut-être. Quand le stockage ne vaudra plus rien, quand les vitesses de transfert iront plus vite que la lumière. Ça a sonné, je peux plus répondre. Ouais, vas-y, C'est toi qui as pris toute la place. J'aurais pu répondre, mais t'as pris toute la place. Vas-y, reprends. Non, en vrai, le prochain passage qui va avoir lieu, c'est le HDR. C'est pas la 8K. C'est déjà quand on sera à la 4K HDR en diffusion sur les chaînes françaises, ça sera déjà la vraie révolution. Donc l'idée, il ne faut pas plus de résolution, il faut juste qu'on apprenne à bien exposer nos images parce que le HDR, ça va faire mal quand les images ne seront pas bien exposées. Troisième question qui nous vient de Céline. Pour toi, Nikos, j'ai l'impression que les durées des contenus vidéo sont de plus en plus aléatoires avec les réseaux sociaux et YouTube. Est-ce la mort des standards comme le 52 minutes pour un documentaire, par exemple? Alors c'est vrai qu'en télé ou même à l'international ou même sur les plateformes, on est encore sur des standards qui sont un peu ceux de l'écriture, mais qui sont aussi des contraintes. Donc les standards, ils sont bien, mais c'est aussi des contraintes. Une histoire en 52 minutes, c'est contraignant, en vrai. Un film, c'est 90 minutes, ou c'était 90 minutes, maintenant c'est plus 240 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un temps approprié à chaque histoire. Et moi, je trouve que la grande liberté de YouTube, c'est justement de s'affranchir de toutes ces choses qui sont purement des boîtes commerciales, des standards commerciaux, et donc de pouvoir profiter d'une grande liberté. Quasiment parfait. T'es bon hein, sur les 30 secondes. Quatrième question pour toi, Fabien, qui nous vient de Luca. Quelles sont les caractéristiques que vous regardez en priorité avant de choisir un appareil ou une caméra sur un tournage? J'aurais pu poser cette question à Nikos aussi, mais je te la pose à toi. Moi, très honnêtement, ce serait de l'essayer, de la prendre en main. Une caméra, c'est bien, mais si on ne sait pas s'en servir ou si c'est pas confortable sur un tournage, franchement, ça va être plus une plaie qu'autre chose. Je sais pas si tu peux compléter, Nikos. C'est exactement ça. Il y a des caméras qui sont super bonnes. Harry et Red font la super image. Par contre, je vous déconseille fortement de le prendre pour un reportage. Vous avez vraiment galéré si vous êtes tout seul. Et effectivement, il y a des caméras qui ont l'air super bien sur le papier, mais encore faut-elle qu'elles s'adaptent à ce qu'on fait, à ce qu'on a envie de faire. Un conseil qui s'applique aussi aux appareils photo, soit dit en passant. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Pour toi, Nikos, s'il ne devait rester qu'un format de tournage, en termes de durée, jusqu'à la fin des temps, ce serait lequel et pourquoi? 90 minutes. Parce que c'est les films que je regardais quand j'étais petit, ils faisaient 90 minutes. C'est un super format, c'est pas trop long, c'est pas trop court, on peut raconter des choses. On a raconté énormément de belles histoires en 90 minutes. Donc que ça soit un film, de la fiction, un reportage, ça permet d'étirer les choses, de comprendre quelque chose, d'avoir un regard sur le monde. Il y avait un format investigation sur Canal à l'époque, je crois aussi, sur 90 minutes. Oui. Ouais, mais il y a du doc en 90 minutes. Et est-ce que le doc suit aussi un peu cette tendance sérielle avec un découpage en 20 ou 49 minutes sur plusieurs épisodes pour raconter une seule et même histoire? Pour raconter une seule et même histoire, non. Enfin, ça arrive sur les plateformes, bien sûr. C'est vraiment les plateformes qui ont changé aussi l'écriture et la manière dont on transforme tout en série. Donc oui, ça existe. À la télévision, pas trop. Non, on a des séries de doc, mais qui sont plus des épisodes D'un même concept, mais qui racontent des choses différentes. Ouais, voilà, c'est plusieurs destinations sur un même concept ou plusieurs. Voilà. Ça marche. Et Fabien, tu as un format de prédilection, toi, en termes de durée? Ça peut être du short. Bah, très honnêtement, sur du réseau, ça va être beaucoup moins d'1 minute 30 parce que la capacité d'attention des gens sur les réseaux est assez faible. Et on essaie aussi de condenser pas mal d'infos sur une vidéo assez courte qui soit facilement digeste, entre guillemets. C'est vrai que c'est un peu à l'opposé de ce que fait mon collègue ici présent. Mais c'est bien, on a deux visions, quoi. Allez, on conclut là-dessus. Merci, messieurs. C'est désormais la fin de cette émission. Nikos, Fabien, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé tous ces savoirs avec nos auditeurs. C'était un plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer. Merci infiniment. C'était un plaisir également d'être reçu. Ouais, plaisir partagé.
quelles sont vos actualités du moment? Fabien, pour commencer. On a un truc assez sympa qui arrive. On lance notre programme ambassadeur. Voilà, donc quiconque a envie de devenir un membre de cette équipe peut postuler en ligne, mais on a déjà quelques beaux profils qui nous rejoignent dans cette aventure. On va lancer tout ça le 4 avril en boutique directement sur Bordeaux. Et voilà, n'hésitez pas à regarder sur notre Instagram ou directement demander en boutique, ils sauront vous renseigner. Parfait, merci infiniment. Nikos, est-ce que tu signes notre projet de reportage sur ces vendanges en Bourgogne? Ça dépend, est-ce qu'il y a de la dégustation à la fin du tournage? On vient de parler de Panajou qui est Par en contre, Gironde c'est et on parle imposé, de Bourgogne. c'est travail au trépied. Je suis désolé, c'est dans le cahier des charges. Oui, on peut toujours s'arranger. Hein. Bon, ton actualité. Mon actualité, j'ai commencé le tournage d'une très belle série de 3 fois 52 minutes, produite par Bonne Pioche Télévision, qui sera diffusée par Arte en France en 2026, voire en 2027. Je connais des gens qui bossent pour Bonne Pioche, notre ami J'irai dormir chez vous. C'est Bonne Antoine Pioche qui produit. Maximi, Antoine tout à de fait, Maximi, ouais. on l'a Ouais. reçu à ses micros. Tout à fait. Donc voilà, c'est une série qui s'appelle Foule Animal. L'idée, c'est de décoder les phénomènes de foule chez l'homme, mais aussi chez l'animal, chez les insectes, les poissons, les oiseaux, les zèbres, mais aussi chez les humains qui se rendent à un match de foot ou de rugby, qui se retrouvent aux férias de Pamplune, et de comprendre en fait 3 mouvements de la foule: se déplacer, se rassembler et cohabiter, pour comprendre ce phénomène hyper particulier qu'est la foule, dans lequel finalement tout le vivant se retrouve régi par des mêmes règles qui empruntent autant à la psychologie sociale qu'à la mécanique des fluides. Il parle bien ce Nikos, hein, ça donne envie son C'est truc. impressionnant. Merci. La semaine prochaine, nous recevrons Marie Courtel de Miss Numérique et le photographe Quentin Caffier pour une discussion passionnante, philosophique autour du dilemme, et ça va te parler, Nikos. Trépied ou main levée. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Panajou, la maison de la photographie. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo, de la vidéo. Et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.